Bien bonjour, on est dans le podcast d'Inoft et on va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, d'éducation à l'intelligence artificielle. Nous sommes avec Thomas Deneux. Bonjour. Bonjour Robinson. Très bien. Merci de m'avoir invité à ce podcast. Je suis ravi de découvrir TikTok avec vous. Et voilà. Et les podcasts. Et les podcasts. Et YouTube. Et pour me présenter, je suis chercheur au CNRS. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la recherche en intelligence artificielle, mais également en neurobiologie expérimentale. Et donc, je suis très intéressé par l'étude des réseaux de neurones, qu'ils soient artificiels ou biologiques, et de m'interroger sur les relations entre les deux. Et j'ai développé un robot pédagogique, donc il s'appelle AlphaI. Là, pour ceux qui écoutent le podcast, il prend le robot qui est sur la table dans ses mains et qui a carrément la classe, le robot. Et ce petit robot, donc qui est sphérique là, eh bien, il apprend tout seul. C'est très différent des robots avec lesquels on fait juste de la programmation. Lui, il a de l'intelligence artificielle embedded, et donc quand on l'ouvre, il sait pas ce qu'il doit faire, mais il le découvre par lui-même grâce aux récompenses qu'il reçoit, et il apprend à éviter des obstacles, à shooter dans un ballon, etc. Et donc à quoi ça sert ça? C'est dans un but éducatif. Eh bien, oui, il y a un but éducatif. Il y aura d'autres buts. C'est aussi que le robot, en fait, c'est un but d'IA pur, c'est-à-dire de rendre le robot de plus en plus capable d'apprendre. Et puis après, il aura des applications industrielles. Je sais pas moi, pour désherber dans les champs ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un produit éducatif. Et donc la seconde innovation, ce sont des interfaces graphiques connectées qui permettent de voir à l'intérieur du robot le réseau de neurones qui le pilote. Donc à l'interface graphique, on voit les petits neurones du robot qui clignotent, qui se connectent entre eux, etc. Et surtout qui changent leur connexion au fur et à mesure pour améliorer le comportement du robot. Donc moi, c'est vraiment une solution que j'ai développée parce que je ressens comme un besoin important que les gens comprennent ce que c'est que l'intelligence artificielle et comprennent vraiment dans les détails comment ça marche. Parce que sinon, ça reste une sorte de boîte noire magique et puis aussi une boîte noire qui fait un peu peur. Ouais. Parce que donc, en fait, on s'était rencontrés à la Cité des Sciences. Exact. Pour le podcast, où on faisait tous les deux un truc. Et ce qui était vachement surprenant, c'est qu'étonnamment, quand on voit quelque chose d'éducatif à propos de l'intelligence artificielle, et c'est ça le but du robot, c'est d'apprendre et de démystifier, comme tu as très bien dit, l'intelligence artificielle. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que ça marche vachement bien. Genre, à la Cité des Sciences, tu faisais un atelier avec principalement des enfants, et c'était vraiment quelque chose qui est extérieurement et très compliqué, qui leur devenait assez enfantin à comprendre. Ouais. Et donc, comment toi, déjà, en fait, même avant de parler de techniquement pourquoi le robot, pourquoi en fait il y a besoin de s'éduquer à l'intelligence artificielle, qui est-ce que tu essaies de faire avec ce robot? Pourquoi est-ce que il y a besoin de se dire ok, on va passer du temps à se dire bah ok, on va apprendre l'intelligence artificielle? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin c'est comme si on se disait est-ce qu'il y a besoin de savoir comment un grid électrique fonctionne? Est-ce que l'intelligence artificielle c'est ça, ou est-ce que ça va plus loin et qu'il y a une meilleure qu'est-ce que tu en penses toi? Voilà, donc moi, de manière générale, je pense que tout le monde devrait avoir une culture scientifique. C'est important de comprendre comment marchent les choses très technologiques qui sont autour de nous. Et je pense néanmoins que l'intelligence artificielle, c'est pas une technologie comme les autres. Parce que dans le terme intelligence artificielle, il y a le mot intelligence et le mot artificiel. Et donc, en fait, le terme même indique la difficulté que pose cette technologie, c'est qu'elle vient directement concurrencer ou bien interroger notre propre intelligence d'humain. Et en fait, le but avoué de l'intelligence artificielle, c'est de faire des ordinateurs aussi, voire plus intelligents que l'humain. Et même si aujourd'hui, tout le monde dit non, c'est pas ce qu'on fait, on fait des IA au service de l'humain, etc. En même temps, les gens sont contradictoires parce que toutes les images qu'ils utilisent pour parler de l'IA, c'est toujours des images qui vont faire un petit peu peur. Ouais, c'est toujours des images où on voit un robot qui tend la main, etc. Et limite un peu le robot un peu dominant, quoi. Et donc il y a un double langage entre le langage qu'on parle et le langage des images qu'on utilise. Et donc voilà. La première raison, c'est de la démystification. C'est comprendre où on en est par rapport à ce projet de créer l'intelligence à un niveau artificiel. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on peut pas faire aujourd'hui, qu'on pourra peut-être difficilement faire demain. Enfin, quelles sont les grandes lignes.
Et puis aussi, nous rassurer, nous, dans nos usages. Parce que, en fait, de l'IA, on commence à voir qu'il y en a partout. Il y a la surveillance vidéo, on a des smartphones qui devinent à l'avance ce qu'on veut écrire dans nos SMS ou qui nous font des suggestions de ce qu'on devrait faire, etc. Donc, qu'est-ce que ça représente? Créer une discussion autour de ça. Et c'est pour ça que je suis intéressé de faire quelque chose, pas seulement avec des lycéens, des post-bac, mais aussi avec des jeunes, parce que ça va créer des discussions, etc. J'ai d'autres raisons encore, donc là j'en ai mentionné deux, je continue. Bah non, c'est très bien, c'est très clair pourquoi l'éducation à l'IA. Mais donc en fait, toi, ce que tu fais, c'est que t'as donc créé un robot. C'est pas juste une idée que c'est pas juste un projet que là, ça commence vraiment à être très concret. Et donc toi, ça consiste en quoi ce que tu proposes? Parce que là, on a un peu le pourquoi faut s'éduquer à l'IA. Et comment tu réponds au comment? Comment est-ce que à qui tu permets de démystifier cette intelligence artificielle et comment tu le fais? Voilà. Alors déjà, il y a quelque chose que je veux clarifier, c'est pas seulement pour le grand public. J'ai un niveau d'exigence élevé. C'est-à-dire que c'est pas juste comprendre qu'une IA, c'est un programme capable d'apprendre. Ça, il y a des petits sites web qui montrent ça. On se prend en photo, on prend la photo de quelqu'un d'autre et puis on entraîne un réseau de neurones à distinguer entre les deux photos. Mais on comprend pas comment ça marche cet apprentissage. Ouais. Moi, mon but, c'est de vraiment faire comprendre les détails. Et pourquoi les détails? Parce que premièrement, on veut pas être dans le vague, dans le flou. On veut former les élites de demain en France ou en Europe, etc. Et donc, on veut avoir une vision claire de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis après, si on permet aux gens de le manipuler, ils vont pouvoir construire des choses par eux-mêmes et ça va être hyper stimulant. Ils vont être hyper enthousiastes. Ce que j'espère même, c'est pouvoir créer, par exemple, dans les écoles, un nouvel enthousiasme pour apprendre les choses nécessaires pour être capable de faire ça. Donc revenir un peu aux maths, enfin des choses. Et donc voilà. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce que je veux faire découvrir? Eh bien, c'est cette idée que l'apprentissage, eh bien, c'est l'optimisation d'un comportement pour avoir un score maximal. Donc le robot, il reçoit en permanence des récompenses et ce qu'on peut observer, ce qu'on peut faire observer à un enfant de 6 ans, c'est que au début, il n'arrive pas à choper beaucoup de récompenses et puis que au fur et à mesure, il en obtient de plus en plus. Donc là, le robot est éteint, mais il a des petites lumières ici qui s'allument en vert quand il reçoit des récompenses, par contre en rouge quand il reçoit des pénalités ou des punitions. Et donc, au début, il va plutôt recevoir des pénalités et puis au bout de 10 minutes, il va être tout le temps allumé en vert parce qu'il s'est débrouillé beaucoup mieux. D'accord. Et donc, et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'il apprend ça? Et donc, on montre des interfaces dans l'interface, on montre des exemples extrêmement simples au début. Et après, on va les complexifier. Donc, l'interface extrêmement simple, eh bien, c'est de montrer que dans un exemple où le robot a une seule information, c'est est-ce que je suis bloqué ou pas bloqué? Et il a le choix entre, grosso modo, 3 actions. Aller tout droit, tourner, ou aller en arrière. Ouais. Eh bien, pour chacun des 2 états, il va devoir choisir la meilleure des 3 actions possibles. Donc le problème, il est assez simple, et en fait, la solution, on peut assez facilement trouver que s'il reçoit des récompenses quand il va vite en avant, eh bien, le mieux quand il n'est pas bloqué, c'est d'aller vite en avant. Et en revanche, quand il se bloque dans un obstacle et que là, il peut plus recevoir de récompense, eh bien, la meilleure récompense, eh bien, c'est de se retourner. Eh bien, dans l'interface graphique que vous découvrirez dans la démo, eh bien, vous verrez que ça se matérialise comme des connexions dans un mini réseau de neurones entre le neurone qui représente « je suis bloqué » qui va se connecter avec « je me retourne » et le neurone qui dit « je ne suis pas bloqué » qui va se connecter avec « je vais tout droit ». D'accord. Et on peut voir pendant les 2-3 minutes d'apprentissage qu'au départ, on est sur des mauvaises connexions. Par exemple, la connexion inverse, je suis pas bloqué, je me retourne, et je suis bloqué, je vais tout droit, ce qui est complètement absurde. Et en fait, ces connexions-là, elles vont diminuer, alors que d'autres vont augmenter. Et c'est pas tout. On comprend pourquoi elles diminuent. C'est parce que à chaque fois que le robot fait une action, eh bien, il reçoit une récompense, et il peut déterminer si sa récompense est autant plus ou moins que ce qu'il avait prévu. Donc, elle est plus grande, il renforce la connexion. Si elle est plus petite, il diminue la connexion.
Donc là, en fait, on est rentré dans l'aspect technique parce que tu viens de décrire exactement comment une intelligence artificielle fonctionne. Ouais. Donc je pense à l'audio, ça doit être un peu compliqué. Mais en fait, basiquement, ce que tu as créé, c'est un système très simple d'emploi qui permet, avec un robot qui fonctionne avec l'intelligence artificielle, d'apprendre ces concepts très techniques où là, probablement, on a un peu oublié la moitié, mais avec un atelier qui te permet d'apprendre tous ces concepts, mais avec la main dans la pâte. En fait, avec des exemples, tu mets la main dans la pâte, et à partir de ça… C'est vrai que j'ai ce travers de vouloir aller toujours dans les détails, mais c'est parce que vraiment, je suis persuadé qu'ils sont pas difficiles à comprendre. Néanmoins, effectivement, juste à l'oral, ça peut encore paraître abstrait, alors que quand on est face au robot, avec l'interface qui montre tout ça, eh bien, ça devient crystal clear, quoi. Effectivement. Au début, les connexions sont mauvaises, et une fois que les connexions sont bonnes, grâce à l'apprentissage et grâce à la récompense, eh bien, les connexions sont parfaites et le robot sait se débrouiller à l'intérieur de son arène. Mais donc tout à l'heure également, tu disais qu'il faut apprendre l'intelligence artificielle, ça permet de former les élites de demain. Ouais. Mais est-ce que tu penses que les gens qui vont apprendre l'intelligence artificielle, ils vont devenir des élites et tu as une certaine partie de la population qui doit apprendre l'intelligence artificielle, ou est-ce que tu penses que ça doit être plus comme la technologie, genre je sais pas, aujourd'hui tout le monde doit apprendre à utiliser un ordinateur ou un téléphone, sinon tu es carrément handicapé. Par contre, tout le monde n'a pas nécessairement besoin de savoir programmer, par exemple. Ou de savoir comment marche un téléphone. Voilà, c'est ça. Et donc, est-ce que toi, tu penses justement que l'intelligence artificielle, c'est un domaine très technique comme la programmation et que les gens qui vont les maîtriser, ils vont entre guillemets devenir une élite, genre tu regardes les salaires des programmeurs, c'est assez haut. Ou alors, est-ce que tu penses que c'est un peu comme les ordinateurs, que tout le monde devrait en avoir un apprentissage assez technique parce que genre par exemple dans ton atelier, ça t'apprend les concepts d'intelligence artificielle et donc ça démystifie comment ça marche, mais je sais pas, tu vas pas sauter dans le code, tu vas pas installer PyTorch ou TensorFlow et programmer ta propre intelligence artificielle quand même. On le fait avec les lycéens quand même. Ah quand même. Ouais. Franchement, pour le jeune public, disons 8-10 ans, on va faire l'atelier un peu qualitatif où on comprend avec les explications à la main, quoi. Mais maintenant, on fait des TP avec des lycéens où, une fois qu'on a fait une première séance qualitative, eh bien, on rentre dans le code. Maintenant, ta question, c'est… élite ou est-ce que juste certaines personnes très techniques, comme les programmeurs, est-ce que c'est comme la programmation, un truc très technique que tu n'as pas nécessairement besoin d'apprendre, mais que si tu l'apprends, tu rentres entre guillemets dans une élite, ou est-ce que c'est comme un ordinateur, tout le monde… En fait, pour moi, je vois 3 catégories. Il y en a une, c'est pour tout le monde, on est tous des utilisateurs. L'autre extrême, il y a qu'une minorité de gens qui vont être les gens qui vont concevoir les IA de demain. Mais entre les deux, il y a un monde du travail qui est en grande évolution et où, par exemple, c'est de plus en plus important de maîtriser au moins des bases de programmation. Parce que il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de gens sont amenés à créer des automatismes, des process dans leur travail. Et donc, pour cette catégorie au milieu, eh bien, aujourd'hui, c'est important qu'ils sachent, je sais pas, moi, avoir des rudiments de programmation web, des rudiments de programmation Python, etc. Eh ben, demain, il faudra que ce sera important qu'ils aient des rudiments de maîtriser l'entraînement d'un réseau de neurones à apprendre une certaine tâche. Et donc, je crois vraiment que là, on parle pas de l'élite, mais on parle vraiment d'une fraction importante de la population active qui devra maîtriser ces choses-là. Donc, ce que je propose, ça va s'adresser en particulier pour ces applications, même si le fait d'avoir éveillé un très jeune public à ces choses-là très tôt, ça va permettre aussi à des talents de plus vite devenir des élites et donc de former les élites. Et puis, pour revenir à la première catégorie, qui est un peu monsieur tout le monde, eh bien là, c'est plutôt une culture générale qui est important d'avoir. Et puis aujourd'hui, je sais pas, vous devez être au courant qu'il y a toute une partie de la population qui commence à regarder la technologie d'un très mauvais œil. Ça va dans la tendance écolo également. On se rend compte que la technologie, elle apporte des choses aussi néfastes. De la pollution, aussi plus d'inégalités, parce que celui qui maîtrise la technologie, eh ben, il va avoir tendance à s'accaparer les bienfaits de cette technologie, alors que d'autres vont perdre leur emploi. Et donc, il y a une réaction un peu binaire
qui est de dire la technologie c'est mauvais. Ouais. Et c'est parce que en fait les gens ont une perception que en tant qu'usagers, ils sont usagers d'un smartphone, ils sont usagers d'un ordinateur, ils se sentent un peu prisonniers de la manière dont on veut les faire fonctionner. Alors que si ils ont des rudiments de connaissances que la technologie, c'est le résultat de la magnifique créativité de l'homme et que c'est ce que nous on en fait, et qui se sentent un petit peu acteurs, même si c'est dans une mesure très modeste, qui se sentent un petit peu acteurs ou qui se sentent citoyens d'une société qui, dans son ensemble, pense à la technologie de demain, eh bien, ces personnes vont pouvoir participer à une discussion bien plus informée, où on va à la fois développer des technologies avec une sorte de confiance de ce que l'homme est capable de fabriquer, et en même temps avec un regard critique et une attention à la manière dont on la développe. Donc voilà. Et donc tu disais que ça faisait perdre des emplois. Mais est-ce que toi tu penses que ça fait perdre des emplois? Ou alors c'est un peu comme, je sais pas, dans la révolution industrielle, tu avais plein d'ouvriers qui ont été remplacés par des machines, mais au final maintenant, ces ouvriers ils font d'autres choses. Genre je sais pas, il y a 100 ans, vu qu'il n'y avait pas toute la technologie qui nous permettait d'automatiser plein de trucs, on pouvait pas se dire que quelqu'un pouvait être genre coach de vie comme profession. Bien sûr. Donc est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle c'est un peu comme ça? Faut pas tellement la voir comme quelque chose qui fait perdre des emplois, mais juste comme une progression technologique. En fait, je préfère commencer par le positif, qui est clairement, ça amène plus de possibilités de productivité et donc de pouvoir se décharger des tâches désagréables. Ah oui. Non mais continue. Même notre appareil photo s'est arrêté. De pouvoir se décharger des tâches désagréables et au profit de mettre en place nos ressources humaines, de pouvoir les mettre au profit de choses qui vont améliorer notre confort, notre bien-être ensemble, etc. La question, c'est plus le partage en fait de ces nouvelles ressources qui sont générées, parce que la personne qui va être aux commandes de ces nouvelles technologies, elle va s'accaparer le marché. Ouais. Et puis les petits acteurs qui n'ont pas été formés, ils vont au contraire y perdre. Et donc il doit y avoir un gros souci d'éducation. On parle d'éducation à l'intelligence artificielle pour pouvoir permettre à tous d'en profiter. Parce que donc c'est ça. Ouais. C'est un peu perturbant. C'est les soucis techniques du podcast et de l'appareil photo. Et donc j'aimerais bien que tu me dises, enfin que tu nous dises, toi, qu'est-ce que tu penses, genre les grosses sociétés, genre comment tu penses que ça se passe? Mais avant, au cas où c'est peut-être un peu compliqué de se visualiser, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui? Parce que comme tu l'as dit, c'est un peu un mot buzz. Genre, est-ce que tu as des idées de quelles sont les applications d'intelligence artificielle aujourd'hui, genre dans notre quotidien? C'est où, à la fois, tu vois, dans le domaine, parce que vu que tu as une façon de voir les choses peut-être plus technique, académique que d'autres gens, est-ce que genre il y a des trucs où peut-être on s'en rend pas compte nous-mêmes parce qu'on sait tous que genre les médias sociaux ils utilisent l'intelligence artificielle pour nous recommander des contenus. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs où peut-être même moi je me rendrais pas compte, où tu te dis hey, mais en fait on utilise ça l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Ça permet de se rendre compte un peu ce que c'est, parce que genre intelligence artificielle techniquement tu peux prendre une calculatrice et dire que c'est de l'intelligence artificielle. Oui, en fait déjà la définition intelligence artificielle elle va dépendre de la personne que tu as en face de toi. Ouais. Moi, je préfère les gens qui sont des chercheurs en IA, ils aiment pas le fait qu'on met de l'IA partout, quoi. On dit IA partout. Pour eux, l'IA, elle est dans le futur, elle n'existe pas encore à la rigueur. Parce que tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est des statistiques, c'est du machine learning. C'est pas de l'IA, elle est pas intelligente. Le smartphone, il me fait des suggestions, mais quand même, il a juste fait des corrélations, les mots que je dis souvent, etc. Il reproduit des comportements. C'est pas du tout comme mon intelligence qui me permet de faire des déductions, d'avoir de la créativité, etc. Même si il y a de la recherche sur la créativité avec l'IA, mais donc ça dépend du vocabulaire. Maintenant, si on se met d'accord que IA, c'est grosso modo machine learning, c'est grosso modo la capacité d'apprentissage, c'est ce dont je fais la démonstration avec le robot. Donc le machine learning, qu'est-ce que c'est précisément? Machine learning, c'est la capacité d'un programme à s'adapter. Au lieu que le programme il soit figé, on a dit toutes les instructions. Par exemple, imagine un moteur de recherche. Les premiers moteurs de recherche, ils vont scanner tout le web, mettre tous
tous les sites web, faire des chemins de recherche par mots-clés, et puis après avoir un algorithme de recherche d'arbres qui va aller chercher par mots-clés. Maintenant, Google est arrivé avec des algorithmes pour donner des priorités. Quels sont les résultats qu'il faut mettre en avant? Donc peut-être que les premiers algorithmes, il n'y avait pas d'apprentissage dedans, c'était vraiment un rang donné par rapport à une sorte de calcul, par rapport à sur quel site c'est, comment les sites se réfèrent entre eux. Donc une formule toute écrite du genre nombre de visiteurs par jour multiplié par nombre de connexions, etc. Sauf que les paramètres de la formule, après, un niveau d'estimation, c'est se dire, est-ce qu'il vaut mieux mettre une fois la réputation plus 2 fois le nombre de connexions ou l'inverse, quoi. Ouais. Et donc, ces paramètres, on va les ajuster. Et donc là, on va parler de machine learning parce que va y avoir des méthodes qui vont être spécialisées pour ajuster ces paramètres et voir si les gens, du coup, cliquent plus sur le lien ou pas. Et que, au fur et à mesure que les gens cliquent, eh bien, ces paramètres vont s'ajuster. Donc en fait, c'est l'apprentissage automatique. Parce que quand tu dis ajuster les paramètres, on pourrait se dire c'est ajuster soi-même les paramètres. Mais en fait, la façon dont ça marche, c'est que Google, ils ont plein de paramètres différents et ils ont leur propre système qui est un software, qui est une intelligence artificielle, qui va ajuster les paramètres. Il va se rendre compte, est-ce que les gens ils cliquent plus et donc les modifications que j'ai faites, c'est bien. Si c'est le cas, il continue dans cette direction. Et sinon, il va dans la direction inverse. C'est ça. Et puis, plutôt que ce soit un humain qui se dise, attends, à mon avis, ce qui est important, c'est est-ce que le site web, c'est le site web d'une entreprise catégoriée. En fait, au lieu que ce soit l'humain qui se pose les questions de quels sont les paramètres à privilégier, eh bien, on va tout balancer dans la machine. Par contre, l'humain, lui, il va réfléchir sur le score. Il va se dire, ce qui compte, c'est que mon système est bien si les gens ils cliquent les premiers liens. Ouais. S'ils ont besoin d'aller à la 3e page pour cliquer sur des liens, c'est que mon système est pas bon. Ouais. Donc, ils ont un critère d'évaluation. Et après, ils vont laisser la machine organiser toute seule les paramètres, trouver toute seule les paramètres, jusqu'à ce que le critère soit de mieux en mieux établi. Donc, en fait, les paramètres, genre si on prend l'exemple de Google, genre par exemple, un paramètre, ce serait genre, je sais pas, imagine, tu as cherché pour de la sauce tomate, on va te suggérer des pâtes, par exemple. Ouais. Ben voilà. C'est ça les paramètres. Il va apprendre tout seul que sauce tomate, il va mettre aussi dans les premiers liens aussi des pâtes parce que tout seul, il a vu que en général, si je mets des pâtes à quelqu'un qui a cherché sauce tomate, eh ben il va cliquer sur le lien. Donc où est-ce qu'il y a de l'IA aujourd'hui? Donc clairement toutes ces interfaces de moteurs de recherche et puis toutes les recommandations sur les sites web, ça c'est énormément d'apprentissage. Et dans l'industrie, ça se développe aussi. C'est-à-dire la détection des pannes, par exemple, la détection de matériel défectueux. Au lieu que ce soit juste un œil expert qui va examiner des pièces et dire bah là il y a de l'usure, faut remplacer la pièce, etc. On va mettre de plus en plus de capteurs. Et ces capteurs, encore une fois, au lieu que ce soit un expert qui dise en dessous de telle valeur, il faut remplacer la pièce, ça va être une IA qui va être entraînée à dire il y a eu tel accident à tel moment pour telle configuration de mes mesures, donc la mesure préventive maintenant que j'ai appris ça, qu'il y a eu un accident là, eh bien c'est de remplacer la pièce pour tel critère. Mais c'est elle qui va trouver les critères tout seul. Donc ça, bien sûr, on en est autant les smartphones, on en est directement visible. Enfin, c'est directement visible. Autant il y a plein de process qui sont optimisés aujourd'hui dans l'industrie et on en est bénéficiaire au bout du compte, mais ça on les voit pas. Après on peut se demander mais les robots dans tout ça parce que l'IA on a envie de rêver un petit peu de robots qui se débrouillent tout seuls. Mais pour quand Terminator? Pour quand Terminator, etc. Donc il y a des robots un peu domestiques, etc., qui se développent. Et effectivement, au départ, c'était des robots sans IA, tout était préprogrammé. Maintenant, il y a surtout de l'IA dans leur système de vision. Ouais. Donc, et puis maintenant, il commence à y avoir de l'IA de l'IA au même titre que le robot à la faillite dans leur coordination des mouvements. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir dit qu'un mouvement c'est tel paramètre, c'est pareil. Attraper une chaussette pour aller la ranger, on trouve sur Internet des robots qui rangent la chambre, etc., qui apprennent par eux-mêmes. Étonnamment, attraper une chaussette, c'est compliqué. Mais ça, c'est clair. Et donc, l'usine du futur, elle est de plus en plus basée sur des robots, ou bien Amazon, c'est des gros consommateurs de robots.
qui du coup toutes les petites mains qui prennent les produits sur étagère, les mettent sur les tapis roulants, etc. Bah, ça devient des robots qui apprennent de plus en plus par eux-mêmes. C'est même des orchestres. Si tu vois des vidéos des entrepôts d'Amazon avec des robots qui bougent ensemble, c'est genre ils sont tous synchronisés. Ça fait des orchestres, genre ils se lèvent en même temps, c'est des trucs. Enfin, et puis évidemment la voiture autonome, ça on en parle beaucoup. Voilà. Donc en fait, tu as à la fois les trucs qu'on voit dans notre quotidien, genre notre téléphone, ou même la voiture autonome, mais en fait tu dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit pas nécessairement, genre dans l'industrie. Comme tu disais que Alpheye, potentiellement dans le futur, tu dis que tu pourrais appliquer ce que tu es en train de développer, genre dans le domaine de l'agriculture. Tout ça, ça va faire beaucoup de transformations au fur et à mesure. Parce que ça commence, par exemple, le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, ça commence à être utilisé, mais c'est pas très au point. Et donc, toi, tu dis qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'utilisations d'intelligence artificielle qu'on va pas voir. Mais donc, c'est important de… Ouais. Non, excuse-moi. D'accord. Mais donc… Okay. Là, c'est la réflexion, c'est genre la puissance de calcul qui tourne. Mais donc, à propos d'intelligence artificielle, là par exemple, tu as dit, tu as vachement utilisé le terme intelligence artificielle. Et justement, moi, c'est ça dont je me suis rendu compte. Avant que tu arrives, j'avais regardé à la fois toutes tes vidéos que tu avais faites et d'autres vidéos j'avais juste cherché sur Internet éducation à l'intelligence artificielle et j'étais pas mal tombé sur des trucs de Microsoft parce que Microsoft, ils sont assez là-dedans. Et après, si tu veux, on pourra reparler des GAFA comme tu avais dit. Mais ils font un truc sur l'éducation à l'intelligence artificielle et ils parlaient d'intelligence artificielle alors que clairement, dans ce qu'ils disaient qu'il fallait apprendre, c'était pas de l'intelligence artificielle, c'était du software. Par exemple, le fait de créer, ils parlaient de personnalisation de ressources éducatives pour des élèves et ils disaient grâce à l'intelligence artificielle, ça va être possible. Mais en fait, pour créer ce type de truc, c'est plus du software que de l'intelligence artificielle. C'est plus un programme tout simple. Et même si tu peux utiliser de l'intelligence artificielle, tu n'es pas obligé. Donc, en ce moment, comme tu l'as dit et tu as plein d'articles là-dessus, le mot intelligence artificielle est vachement, même trop utilisé. Et donc toi, tu en penses quoi? Parce que tu as dit que les chercheurs, justement, ils n'aimaient pas qu'on utilise le terme intelligence artificielle, alors que pourtant, toi-même, tu l'utilises pour ton truc. Donc toi, tu penses en fait, dans quel cadre on peut utiliser le terme intelligence artificielle et dans quel cadre c'est plus vraiment… Enfin, qu'est-ce que tu vois, genre, je sais pas, des articles où ils disent « Ah, intelligence artificielle » et tu te dis « Non, mais c'est pas une intelligence artificielle en fait. » Encore une fois, faut se mettre d'accord sur une définition. Si c'était mon choix, j'utiliserais pas le mot intelligence artificielle. Jamais? Non, je l'utiliserais pas. Parce qu'en fait, comme je disais au début, il véhicule avec lui des percepts et qui sont un peu agressifs vis-à-vis de l'humain. Et donc, je parlais plus d'automatisme, quoi. Ou d'algorithmes, Après, c'est sûr que pour vendre un produit, de dire que tu as de l'intelligence artificielle dedans, bah, c'est vendeur. Et si ça marche pour toi. moi, par exemple, je suis obligé de dire que c'est l'éducation à l'intelligence artificielle, parce que c'est l'éducation à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'automatisme. Et donc, aujourd'hui, clairement, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et nous, on veut être à la pointe de ce domaine de recherche, quoi. Après, si on dit que l'IA égale aujourd'hui machine learning, capacité d'adaptation des ordinateurs, bah, d'accord. Même dans l'adaptation, le fait d'adapter les apprentissages, il peut y avoir une brique justement d'ajustement de paramètres, d'apprentissage automatique. On peut dire qu'il y a de l'IA dedans. Donc en fait, le terme, ça englobe un peu tout et n'importe quoi. Et toi, si tu préférais pas l'utiliser, mais c'est comme ça qu'on l'utilise. En fait, faut pas dire intelligence artificielle pour intelligence artificielle, mais il faut se dire quelle est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce truc. Genre toi, par exemple, pour le robot, tu as de la reconnaissance visuelle, où le robot apprend à reconnaître son environnement, et ensuite qui prend des décisions. Ben, si je vois un mur, je tourne à droite pour éviter de me le prendre dans la tête. En fait, je dirais que IA, aujourd'hui, c'est une sorte de label. Le label, du dire, mes programmes, c'est des programmes au top. Voilà, c'est super intelligent, quoi. Donc c'est un label que du coup on est un peu obligé de mettre sur nos produits, alors que dans la tête des gens,
intelligence artificielle, ça continue de faire référence plutôt à ce qu'on a vu dans les films. Donc Terminator, mais aussi Her, enfin, tous les films, on voit comme ça un robot qui commence à avoir une conscience, à parler avec son créateur, etc. Donc il y a un mismatch entre les deux, quoi. Et donc déjà, rien que de faire prendre conscience aux gens qu'on parle pas de la même chose, c'est déjà quelque chose d'important. Ouais. Après, mais il paraît, j'ai entendu que dans l'industrie, le mot qui revient à la mode, c'est machine learning. D'accord. Donc il paraît que aujourd'hui, les patrons, etc., commencent à se rendre compte que quand ils disent IA, ça fait pas très sérieux, et que s'ils disent machine learning, c'est le mot qui redevient un peu tendance. Donc on verra si cette mode va effectivement dans cette direction-là, mais voilà, l'IA, moi, ma définition de l'IA, c'est que c'est un projet. C'est un projet. Aujourd'hui, c'est le machine learning, mais on peut aussi parler de, effectivement, est-ce que si on se désintéresse un moment des produits qui existent, qui ont de l'IA, qu'est-ce que ça pourrait être l'IA de demain? Et est-ce que effectivement, on va avoir des robots qui vont avoir leur propre pensée? C'est une question passionnante, non? Un petit peu. Donc aujourd'hui, on est bien d'accord que ça n'existe pas, mais est-ce que ça pourrait exister dans le futur? Alors ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée justement avec mes recherches en neurobiologie. Parce que je vais essayer de me demander, est-ce que dans le cerveau, il y a quelque chose de particulier qui fait que on n'arrive pas à le copier, on ne pourra pas arriver à le copier juste avec des transistors. Ou ce qui viendra après. Ou ce qui viendra après. Et puis donc justement, déjà c'est important parce que tous les transistors, c'est ce qui permet de faire fonctionner les ordis. Ouais. Et donc aujourd'hui on utilise ça, mais peut-être dans le futur, genre on utilisera des ordinateurs biologiques par exemple. Ouais, exactement. Et donc aujourd'hui en fait, il y a des projets de recherche d'ordinateurs biomorphiques en fait qui se disent le cerveau, un CPU d'ordinateur, il fait des instructions les unes après les autres. Ouais. Donc aujourd'hui on utilise des cartes graphiques parce que ça permet qu'il y ait un millier de petites unités qui font elles sont moins puissantes chacune qu'un CPU, mais comme elles font plein de calculs en parallèle, eh bien, elles sont capables d'amasser beaucoup plus de calculs, en particulier de faire tourner des réseaux de neurones artificiels. Mais donc, il y a des recherches pour faire dire, ouais, d'accord, les GPU, c'était quand même au départ prévu pour afficher des choses à un écran. Donc, plutôt que d'utiliser nos cartes graphiques pour faire quelque chose qui n'est pas affiché, autant développer tout de suite des hardware nouveaux qui vont encore plus se rapprocher du fonctionnement du cerveau. Donc ça, il y a un premier... Le micro était un peu tombé. Tiens, donc les premières... Donc... tu parlais des cartes graphiques. Donc voilà, un premier élément de réponse par rapport à est-ce que la machine pourra atteindre le niveau du vivant, c'est que le vivant, il est quand même plus complexe, il y a plein de process en parallèle, donc on continue d'essayer de les copier, donc c'est pas pour dire qu'il y a quelque chose d'inatteignable dans le vivant, mais il y a encore énormément de complexité dans le vivant. J'ai envie d'utiliser une autre comparaison, c'est la médecine en fait, parce qu'aujourd'hui, toute l'industrie pharmaceutique, elle est basée sur l'idée qu'on va trouver la molécule qui va répondre à tel symptôme ou à telle maladie. Et on étudie les molécules pour elles-mêmes. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte que les molécules, elles sont en interaction avec d'autres molécules. Et que, en fait, c'est dommage, j'oubliais son nom, mais j'entendais quelqu'un à la radio qui milite pour un usage à nouveau de reprendre des médicaments à base de plantes. C'est-à-dire que plutôt d'extraire des plantes juste une molécule, un substrat, eh ben il faut consommer la plante en entier, donc les plantes médicinales, etc. Parce que en fait c'est un ensemble, c'est un réseau de molécules, un organisme en fait qu'on ingère, et nous aussi organisme avec notre propre complexité, ben, il va y avoir des interactions extrêmement complexes qui vont être plus puissantes qu'en fait l'assimilation de juste un substrat. Et donc de manière générale, voilà, la biologie, eh bien, elle a pas fini de nous surprendre, et il y a encore tout un grand réservoir de complexité qui peut laisser à penser que là où les gens certains pensent que c'est dans 20 ans, ça y est, l'ordinateur nous aura dépassé. Eh bien, en fait, ça va prendre encore beaucoup plus de temps que ça. Donc ça, j'aurais tendance à penser ça. Par contre, c'est évident que l'ordinateur nous dépasse sur plein de plans. Donc, sur le plan de la force physique,
sur le plan du calcul, etc. Là, c'est plutôt le robot. Ouais, le robot ou quoi. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma réponse à la question est-ce que l'ordinateur va atteindre le niveau de l'homme, je dirais qu'en fait, l'homme a un grand nombre de facultés, et puis il y a des facultés qui sautent les unes après les autres, quoi. C'est-à-dire que la force physique, ça fait belle lurette que avec des machines, on utilise des voitures, des engins de chantier. On utilisait des animaux avant ça. On utilisait des animaux, ouais. Oui, bien sûr. Donc la force physique, on est largement dépassé par la machine. La force de calcul aussi. Mais donc après, on se recentre avec ce qui nous reste d'humanité différent de la machine pour rester les maîtres de la machine. On utilise une voiture pour se déplacer. Donc la question c'est s'il y a des facultés comme ça qui sautent, est-ce que il y aura toujours des choses qui sont pleines et entières, qui sont propres de l'homme. Ouais. Et donc, bon, déjà, ce sera pas de notre vivant, je pense. Je pense qu'on a encore tout le temps. Et après, c'est aussi à toute la société civile, le politique, de se dire, ben voilà, nous, notre capacité d'humain, par exemple, c'est de savoir s'organiser en société, une société qui soit juste, qui crée ce qu'il faut de stimulation par la récompense du travail produit et de redistribution et d'entraide. Et donc, gardons ce qu'on a d'humain pour rester les maîtres de ce qu'on a créé au niveau des machines. Parce que la tendance, c'est un peu la fuite en avant de laisser la machine, de laisser toutes les nouvelles applications envahir notre vie. Mais bon, en même temps, on voit ça, là, justement, la nouvelle très récente de Uber, là. En fait, Uber est assigné en justice. La société Uber est assignée en justice pour. C'est la société de taxi, hein, pour les auditeurs dans 100 ans. C'est des taxis là qui est assigné en justice pour parce que en fait, on considère maintenant que les indépendants qu'elle recrute, en fait, ils sont assimilés à des salariés. Ouais. Donc c'est un peu la société civile qui réagit un petit peu avec du retard, mais qui quand même prend des décisions politiques pour rétablir des notions de responsabilité, de responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des personnes qu'elle emploie ou qu'elle fait vivre. Donc voilà, c'est un appel à ce que la société civile soit réactive parce que les nouveaux produits basés sur l'IA notamment arrivent à une vitesse qui est un peu dure à suivre. Oui. Donc toi, tu penses que ça va pas vraiment nous remplacer, qu'on va collaborer même dans 100 ans. Ouais. On va pas être remplacé par les machines, qu'on va travailler avec elles. Ouais, carrément, on va collaborer. Aujourd'hui, en fait. Ce que je milite, c'est qu'on reste le maître de la machine. On va utiliser la machine pour aller dans l'espace, pour explorer des tas de territoires, mais qu'on reste. Après, je reste ouvert. Il y aurait une autre possibilité, c'est que effectivement la machine, ça devienne comme nos enfants, quoi, et que comme, je sais pas, des parents, ils ont un peu un renoncement à faire au cours de leur vie, que leurs enfants vont voler de leurs propres ailes et même sur un certain nombre de points les dépasser. On pourrait se dire peut-être que les robots ou je sais pas, je crois pas que ce sera notre vivant, je suis même pas sûr que ça a lieu du tout, mais que ça devienne un peu nos enfants qui vont nous remplacer, vont être les nouvelles générations. Mais dans ce cas-là, elles pourront nous remplacer que si elles ont effectivement se sont accaparées toutes nos facultés, y compris nos facultés positives. Donc ça veut dire que ces machines, elles devront être capables d'empathie, d'apprécier la beauté du monde, d'avoir une notion du bien commun, etc. Donc il n'y a pas de raison dans ce cas-là qu'elles fassent peur. Si effectivement on est capable de produire des machines qui nous ressemblent et qui vont décupler nos facultés et faire vivre dans un substrat artificiel ce qui aujourd'hui vivait juste dans un substrat biologique, eh bien, il n'y a pas de raison d'en avoir peur parce que ça devrait être normalement, comme nos propres enfants, des choses qui continuent de créer du beau, quoi. Ce qui fait peur avec Terminator, c'est créer un monde de noirceur, quoi, un monde de violence, un monde de... Donc... En fait, c'est un peu... C'est super bien de l'exprimer sous la forme d'enfant, parce que c'est comme, je sais pas, peut y avoir des enfants qui deviennent des tueurs en série,
Et des intelligences artificielles, probablement il y en aura qui feront des trucs pas cool, Ouais. mais c'est qu'une toute petite portion et la majeure partie du temps, les tueurs en série ils gagnent pas. Ils peuvent ils peuvent faire des trucs pas sympas envers quelques personnes, mais au final après ils sont arrêtés et c'est toujours pour le mieux quoi. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des tueurs en série qu'on va se dire faut arrêter d'avoir des enfants. Parce que sinon, ce serait un peu con quoi. Et par contre, si j'essaye d'être optimiste, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas du challenge. Ouais. Il y a énormément de challenge et c'est pour ça aussi que moi je fais de l'éducation à l'IA, c'est que j'ai fait aborder ces sujets, c'est pour dire, vous, les nouvelles générations, c'est à vous de prendre en main ces challenges parce qu'on voit bien que la société aujourd'hui, elle peut avoir plein de dérives, d'individualisme, etc. Et donc, c'est à vous de prendre en main ces technologies et d'en faire quelque chose de bien, quoi. Donc voilà, je pense que toi aussi avec tes émissions, c'est un peu ce à quoi tu contribues, quoi. D'accord. Attends. Là, c'était une grosse. Ah ouais. Je suis parti que dans mes sujets de prédilection. Ouais, mais c'est super intéressant parce que. Ouais. C'est vrai, c'est ça. J'aurais pas pensé que tu aurais pu ramener l'intelligence artificielle à l'aspect biologique, mais en fait, c'est vachement intéressant parce que c'est ça les domaines dans lesquels tu as travaillé. Dans lesquels j'ai travaillé. Et en fait, c'est ça ce que le commun des mortels ressent quand on lui parle d'intelligence artificielle. Il ressent les films, tu l'as dit toi-même. Mais donc, allons. Plutôt que de juste dire non, l'IA aujourd'hui c'est pas ça, parlons aussi de ce que ça pourrait être dans le futur. Je sais pas. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Alors, je regarde ce que je m'étais écrit des questions à l'avance, mais que je n'ai pas utilisées. Ah voilà, c'est pas une question que j'avais écrite, mais c'est bon, ça enregistre. Non, mais je regardais combien de temps. Ah oui, c'est 40 minutes, tu vois. Mais ça, tu sais que je vais pas couper. Mais donc, non mais ça fait un truc, c'est pas. Mais donc, ça c'était une question qui n'était pas écrite, mais où je t'avais dit que j'allais te la poser. C'est toi là, tu es en train de, t'es au début de ta société. Ouais. T'es en train de monter ta société, c'est ça? Et donc là, c'est quand même ton projet, il est très concret, mais c'est quand même les débuts. T'as pas encore 1000 employés pour le moment. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tu me l'avais dit avant qu'on commence le podcast, tu as les GAFA qui sont donc Google, Amazon, Facebook, Apple, ou Amazon et Apple inversés, qui sont basiquement aujourd'hui, pour les personnes qui écouteront dans 100 ans, les 4 sociétés les plus grosses en termes technologiques, donc les plus grosses sociétés dans le domaine technologique, aux États-Unis, mais dans le monde aussi. Ouais, Non, en Chine. On parle des Batix, je sais plus, il y a aussi les 4 ou 5. Il y a Baidu qui est la plus grosse. Baidu, etc. Donc, Mais donc, toi, vu que en fait, toutes ces sociétés, que ce soit aux États-Unis, en France, en Chine, ils sont tous à fond sur l'éducation à l'intelligence artificielle. Genre, même l'Europe, ils sont à fond sur. Genre, quand tu regardes ce que disent des gens dans l'Europe, ils sont basiquement en train de te dire on est dans le caca, on est en train de se faire devancer par la Chine et les États-Unis en intelligence artificielle. Il faut vraiment qu'on investisse. Genre, je crois que l'an dernier, tu vois, ils ont investi en termes de budget juste pour l'éducation à l'IA, genre 2 milliards d'euros. Juste pour ça. Et en disant, pourtant les Chinois, eux, ils mettent 100 milliards, quoi. C'est ça. Mais donc, tu vois, comment ça se passe le fait que tu aies toutes ces grosses sociétés et grosses organisations qui sont également dans le même domaine de vouloir créer l'éducation à l'IA? Comment ça se vit de ton côté? Parce que c'est quand même. Tu vas contre des grosses sociétés, genre Amazon, ils ont un truc qui s'appelle DeepRicer, qui n'est pas du tout la même proposition que ce que tu proposes, mais qui extérieurement peut avoir l'air similaire. Parce qu'il y a également un robot qui apprend par lui-même, mais tu n'as pas tout le même accompagnement éducatif que tu proposes. Mais donc comment… Alors, j'ai envie de dire clairement, c'est une difficulté. Bon, bien sûr, ça confirme un marché, ça confirme que ce que je produis, ça a du sens, ça correspond à ce que les plus grands veulent faire. Mais bien sûr, ça me met des concurrents d'énorme taille. Donc, néanmoins, j'arrive avec une idée originale. Une idée, elle peut faire une grosse différence. Et donc, cette idée de prendre à la fois un robot apprenant et des interfaces graphiques qui vont permettre de comprendre comment ça marche, eh bien, je vais la soutenir par rapport à d'autres idées qui se développent et qui se copient un peu les unes les autres. Donc toi, ça te fait pas peur en tout cas? On verra, on avance. Moi, ce qui me passionne, c'est cette aventure. Cette aventure, je sais pas où elle va aller.
Elle peut ne pas marcher du tout. Elle peut aussi très bien marcher, mais finalement que je puisse pas éviter de me faire racheter justement par une de ces GAFA. Mais ce que je viserais quand même comme but, si j'y arrive, c'est de rester indépendant et de faire et même de réussir à attirer autour de moi des talents, des volontés qui permettent aussi de monter en Europe ou en France quelque chose de conséquent dans ce domaine de l'éducation à l'IA et même de l'IA en général. Donc voilà, on verra. Parce que donc, toi, tu sais, quand on s'était vu à la Cité des Sciences, et même là au début du podcast, tu m'avais dit que tu voulais développer plus de trucs dans le domaine de l'éducation à l'IA, et même là, tu disais que potentiellement, ce que tu développes, après, tu te dis que tu peux l'appliquer à l'agriculture. Mais vu que là, toi, pour le moment, tu es en train de proposer un truc sur l'éducation à l'IA, c'est quoi tes plans? Parce que tu sais, quand c'était vu à la Cité des Sciences, tu m'avais dit, ah bah moi, j'ai envie d'être rechercheur, d'un peu prendre le bonnet de recherche en IA pour développer des produits autour. Donc c'est quoi, toi, tes plans Notre plan, il a plusieurs échéances. Donc l'échéance quand même aujourd'hui, c'est l'éducatif, et donc on a une très bonne relation maintenant avec le ministère de l'Éducation nationale. J'ai reçu un financement du dispositif EduUp de la direction du numérique dans l'enseignement. Donc c'est un financement donné par le ministère de l'Éducation nationale à la jeune société Learning Robots pour l'aider à développer son matériau pédagogique, et avec des perspectives que ce matériau pédagogique soit adopté ensuite dans l'éducation nationale, en particulier au niveau lycée, où l'intelligence artificielle fait son apparition dans les programmes scolaires. Donc aujourd'hui, c'est une apparition qui reste un peu timide, mais il y a vraiment aujourd'hui des gens qui ont cette prise de conscience que, vu aussi ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, comme tu disais, il faut vraiment mettre le paquet sur l'IA. Et donc le robot AlphaI aura toutes ses chances d'être utilisé dans des lycées. Là, j'ai déjà fait des animations de TP avec les classes de première en spécialité NSI, c'est la nouvelle spécialité numérique et sciences de l'information. Sciences informatiques. Et donc avec le robot, non seulement ils ont une petite première séance de découverte au départ, où il le programme il le manipule dans l'interface graphique. Mais après, la deuxième séance de TP, c'est on rentre dans le code Python, on va écrire l'équation du Q-learning de l'apprentissage avec la récompense, on en maîtrise tous les aspects mathématiques, et puis la troisième séance, c'est on va faire du deep learning avec TensorFlow, etc. Donc voilà, donc il y a un véritable projet éducatif qui démarre à la fois avec une très bonne relation avec l'éducation nationale française, mais également avec des indépendants, des clubs de robotique, etc. Et cela aussi à l'international, puisqu'on a participé au salon de l'éducation au BET à Londres, donc où il y a déjà eu un grand nombre de personnes intéressées qui commencent à nous acheter le robot. Et donc effectivement, tu disais, on est en train de monter la société, donc avec mon associé Jacques Martinet. Et puis après, nos buts suivants, ce sera de rendre le robot de plus en plus facile à prendre en main, de telle sorte qu'une version ludique pourra être utilisée dans les familles. Et donc là, tous nos auditeurs pourront en faire l'acquisition pour avoir... Tous pour faire l'usage de ce petit robot qui se promènera dans l'appartement, apprendra à éviter les obstacles, et puis, je sais pas, à répondre à la voix, enfin, des choses de plus en plus sophistiquées. Il y a plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire. Et puis après, comme tu disais, avoir des déclinaisons industrielles du robot. Alors bien sûr, il sera pas juste roulant, il aura des bras, etc. Enfin, pour des applications, peut-être... oui, tu mentionnais l'agriculture, le fait de pouvoir faire du désherbage mécanique pour pouvoir faire du bio sans avoir la contrainte de faire énormément de tâches manuelles. Donc voilà, une visée, quoi. Je te dis, tu as le micro qui commence un peu à tomber. Ouais. Mais donc, est-ce que toi tu penses, vu que là tu parlais d'éducation nationale et des classes, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, genre je sais pas, la programmation aujourd'hui en France, on commence un peu à l'apprendre à l'école, mais si tu veux vraiment être bon en programmation, soit tu dois un peu apprendre par toi-même ou hors du système scolaire classique, soit il faut que tu ailles, genre je sais pas, au MIT, aux États-Unis, ou alors à ou alors à l'école 42 à Paris par exemple. Non, mais tu veux dire après le bac? Après ou même avant le bac, parce que moi par exemple, tu sais, je parle beaucoup avec des... Ah bah là il y a un trop les photos qui a lâché. Heureusement que...
Mais donc, tu sais, moi je parle beaucoup avec des gens qui sont un peu dans entre disons 16-20 ans qui s'intéressent au domaine. Et dans l'éducation scolaire classique, enfin le système scolaire classique, t'as pas vraiment, ils apprennent vraiment les bases, mais s'ils veulent devenir bons et ensuite je sais pas, trouver un emploi dans une société, ils doivent fournir un travail par eux-mêmes. Donc toi, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui pourra être vraiment implémenté dans le programme scolaire français, un peu comme, je sais pas, les maths ou le français, on les implémente très bien. Ou alors, est-ce que tu penses que ça va être un peu comme la programmation qu'il est aujourd'hui, où c'est quelque chose où tu peux apprendre les bases, être un peu introduit au truc à l'école, mais que si ensuite tu veux devenir vraiment bon, il faut que tu fournisses l'effort par toi-même hors du système scolaire. Enfin, parce que, est-ce que tu penses déjà que la programmation, ça va devenir aussi standard que le fait d'apprendre le français ou les maths? Et est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, ça va... Enfin, toi, c'est quoi ta vision d'apprendre des trucs technologiques, qui bougent très vite dans le système scolaire? Donc en fait, c'est plein de questions, hein, plein de niveaux de réponses que je peux donner. Déjà, le fait que la programmation, ça devrait devenir aussi standard que les maths ou le français, alors ça, c'est évident. Mais ça, comme je disais, il y a plein de métiers, c'est pas seulement l'élite, c'est plein de métiers où il faut qu'on connaisse la programmation. Et ça, quand même, heureusement, il y a une prise de conscience dans l'éducation nationale, et avec l'enseignement donc de la programmation à travers Scratch au collège et Python au lycée. C'est vrai que l'éducation nationale, ils sont obligés de penser pour tout le monde. Donc, ils ont une lenteur, une inertie liée au fait qu'il faut que les élèves suivent et surtout, il faut que les profs suivent. Donc, les profs qui, eux, dans leurs études, n'ont pas fait de programmation et ils sont un peu dépourvus. Donc, il y a un gros sujet au niveau de la formation des profs. Et donc, évidemment, s'il faut donner un conseil à un jeune qui se passionnerait pour ces sujets, c'est qu'il aille aussi faire des choses à côté. Maintenant, moi, justement, je veux pas être dans l'aspect de la critique par rapport à l'éducation nationale. Au contraire, je veux aider. Ils t'ont donné des financements. Donc. Oui, en plus, on est partenaires, et je veux malgré les difficultés d'inertie mentionnées, je veux pousser dans le bon sens. Donc, je pense qu'il y a quand même un virage qui a été amorcé où la France rattrape un retard dans l'apprentissage de la programmation, et puis pourvu qu'il y ait suffisamment de personnes qui militent dans ce sens, ça pourra quand même bien se développer. Après, là, il y a la question de quel est le bagage qu'on attend au niveau bac? Parce que c'est évident qu'après le bac, après on va dans une école d'ingénieur, et on apprend la programmation, l'intelligence artificielle à un niveau élevé pour ceux qui le veulent. Mais qu'est-ce qu'on attend au niveau bac? Et la société change énormément. Enfin, il y a des gens, t'en es même un exemple qui très jeune en fait, parce que ils ont un talent ou ont eu la chance d'avoir les bonnes personnes en face d'eux, ont pu apprendre très vite des choses. On a des hackers qui font des exploits à 14 ans. Enfin, il y a en fait, c'est ça qui est dingue avec la technologie, quoi. C'est qu'il y a quelque chose de complètement non linéaire. Avant, quand tout le monde était paysan, on pouvait ramasser dans les champs ce qu'on avait la force de ramasser. Alors bien sûr, certains ramassaient plus que d'autres, mais aujourd'hui, il y a une démultiplication par le levier technologique qui va faire que des très jeunes, avec juste un petit avantage, vont avoir un levier énorme pour donc quelqu'un qui serait jeune et avec ton appareil photo, il a peut-être plus de pile comme mon robot. Non, mais en plus, parce que notre appareil photo, c'est bien, mais il a plein de batteries. Donc, je sais pas, c'est l'Éducation nationale qui l'a implémenté. Donc, en fait, évidemment, quelqu'un qui a un petit peu des ambitions, faut qu'il aille chercher aussi des ressources par lui-même sur Internet, etc. Il y a plein de choses, s'inscrire à des MOOC, du MIT, comme tu disais. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Un des sujets à l'éducation nationale, c'est comment on permet à des jeunes d'avancer à différentes vitesses. Parce que donc les gens sont très contents d'avoir une IA qui va permettre de personnaliser les parcours pour les élèves, qui vont permettre de trouver
les exercices appropriés pour un élève qui a but sur un certain point en maths. Mais en fait, quand j'entends parler dans l'éducation nationale de ces accompagnements personnalisés, ils sont toujours pensés pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Ah. Donc un souci que tout le monde puisse accéder à un certain niveau. Mais en fait, je pense, moi, que c'est important aussi qu'on puisse nourrir ceux qui ont plus de facilité. Et donc que ces IA, on les utilise aussi pour donner des exercices plus compliqués à des élèves qui en sont capables. Et ça, il va y avoir beaucoup de résistance. Il y a une résistance idéologique de ne pas faire de l'élitisme. Il y a même une résistance des parents d'élèves. J'entendais je sais plus, des discussions avec des profs de l'école de mes enfants, des parents d'élèves qui venaient voir engueuler le prof en disant c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de donner, vous devez donner les mêmes exercices à tout le monde. Je veux pas que dans la classe de mon fils, il y ait d'autres enfants qui soient déjà plus avancés que mon fils. Donc tout le monde doit être au même niveau. Vous voyez? Parce qu'évidemment, c'est vexant. C'est vexant de se dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que soi. Ou non, plus fort que ses enfants même. Ou quand on est parent, peut-être encore plus. Ça se trouve, c'est encore plus difficile pour les parents d'accepter que les enfants des autres aillent plus vite que son propre enfant. Et c'est pour ça que aussi, quand je parlais de justice sociale, etc., en fait, on est dans une société où il y a de l'inégalité dans les talents, etc. Et évidemment, si ces inégalités elles sont utilisées que d'un point de vue individualiste, on a envie de mettre tout le monde à zéro. À niveau, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Par contre, si on pense que les avantages qu'on a, je sais pas, intellectuels ou quoi, après, on les réutilise pour les mettre à contribution et participer à un projet collectif, eh bien alors, c'est possible qu'il y en ait qui avancent plus vite que d'autres. En tout cas, ça me semble important que l'éducation nationale puisse offrir à ceux qui en ont les capacités d'avancer plus vite que les autres. C'est un sujet, quoi. Ou même d'avancer de manière différente. Ou d'avancer de manière différente. Toi, par exemple, ton robot, il fonctionne en ayant la main dans la pâte. Ouais. Et parce que la plupart des gens, ils apprennent mieux en ayant la main dans la pâte. Ouais. Mais tu as certaines personnes qui sont rares qui vont apprendre mieux en lisant un bouquin, par exemple. Ouais. Et donc, le souci, c'est que dans l'éducation nationale, aujourd'hui, tu as une façon d'apprendre. Ouais. Et que là, toi, tu dis que la façon dont ils voient les choses, c'est pour ceux qui sont un peu à la ramasse, on va créer des trucs qui vont les aider à être moins à la ramasse. Ouais, c'est ça. Mais qu'en fait, c'est pas nécessairement la meilleure utilisation. Enfin, non, c'est nécessaire, c'est très bien. Mais par contre, on va aller plus loin, quoi. On va pas s'occuper de ceux qui ont les capacités, parce que idéologiquement, c'est peut-être pas très bien vu, je sais pas, de fabriquer des élites. Et en plus, pourtant, on entend beaucoup parler de personnes qui sont en échec scolaire parce que, en fait, ils s'ennuient en classe. Donc c'est bête, quoi. Faut donner de la nourriture à ceux qui en veulent, quoi. Là, je t'ai pas suivi. En échec scolaire parce que t'es nul en classe? Bah, c'est un classique, en fait, de gens qui s'ennuient en classe parce que c'est trop facile pour eux. Ah. Du coup, ils se mettent au fond de la classe, ils déconnent, etc. Et ils vont être dans une posture de rejet du système parce que le système les a pas assez nourris avec quelque chose à leur niveau, quoi. Ouais. Et c'est assez courant, hein. C'est assez courant. Ouais. Oui, c'est courant. Ouais. Donc d'accord. Donc toi, tu penses que c'est ça parce que genre, je sais pas là avant qu'on commence, comme je t'ai dit, j'avais regardé une vidéo de quelqu'un chez Microsoft qui parlait de ça, l'éducation, et qui elle justement, elle avait un peu ton point de vue où elle disait, bah, à la place d'avoir un truc standardisé avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment avoir un truc personnalisé pour chaque personne, peu importe s'il apprend de telle ou telle façon, peu importe s'il va plus vite, moins vite, peu importe si genre on pourrait même se rendre compte s'il est plus créatif, genre s'il préfère l'art que les maths, bah, il va plus apprendre l'art, mais on va lui apprendre les maths nécessaires pour, genre, je sais pas, calculer les maths dont il a besoin dans l'art. Donc c'est un peu ça. C'est toi qui es l'insider dans l'éducation nationale. C'est pour formuler la question. J'ai peut-être une innocence, ouais. Parce que c'est. Toi, c'est comme ça que tu vois le futur. Comment tu vois le futur de l'éducation en général? Parce que ça rentre dans le domaine, pas juste de l'éducation à l'intelligence artificielle. Ouais, on est d'accord. Vu que tu es insider dans l'éducation nationale. Est-ce que tu as le même type d'avis que la personne chez Microsoft? Attends, redis son avis, parce qu'en fait, j'ai elle, dû basiquement, mais donc tu sens que c'est une ingénieure pas très dans le réel de se rendre compte que il y a toute une bureaucratie un peu, voilà. Et elle dit, en fait, avec l'intelligence artificielle, à la place d'avoir un truc standard par élève, on va pouvoir un peu donner un support
au professeur pour créer un truc totalement personnalisé pour chaque élève, peu importe s'il préfère telle ou telle matière, peu importe s'il est plus orienté dans cette façon d'apprendre, s'il va plus vite, moins vite dans certains aspects, et que ça permettra de créer un truc éducatif beaucoup plus Mais ça, c'est pensé pour les écoles. Pour les écoles. Ouais, donc ouais, je me reconnais là-dedans. Mais comment tu penses que ça va se passer? Parce que ça, c'est un peu le concept, Ouais. mais comment tu penses que l'implémentation va se passer? Ben, il faut que les profs adhèrent à ce projet. Donc, ça passe par des formations de profs, les profs, ils ont des jours de formation pédagogique. Donc, que ces idées-là se distillent à travers d'abord ces journées de formation pédagogique, voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vont dire, ah oui, ce serait bien, ou au contraire, est-ce qu'ils vont dire, bah non, parce que on peut pas gérer, mais que grosso modo, je pense que ce message, il pourrait être accueilli. Je redis juste très rapidement ce que je disais, qu'il est accueilli, mais toujours en pensant aux mauvais élèves et pas en pensant aux bons élèves. Et après, comment concrètement ça peut se passer dans des classes? Ben moi, mes enfants, ils sont dans une école d'inspiration Montessori, en fait, où chacun avance à son rythme. Alors justement, ça marche au primaire, mais au collège, ils ont pu adopter ce système, parce que donc, c'est-à-dire qu'au primaire, chacun a son petit bouquin et ils progressent dans leur bouquin d'exercice. Ils choisissent même le bouquin sur lequel ils veulent travailler le jour. Ils se font leur programme de la journée ou de la semaine, je sais plus. Et donc, il y a des techniques qui existent. Et d'ailleurs, ces techniques, elles reposent pas forcément sur le numérique. Ouais. C'est des écoles, tout ça, c'est des petits cahiers en papier, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'IA pour faire des parcours personnalisés. Ouais. C'est là où ta question sur on met de l'IA à toutes les sauces. Maintenant, concrètement, là, c'était une école collège, quoi. Le lycée, au niveau collège, ils font plus ça parce qu'il y a quand même besoin de cours au tableau et c'est quand même plus difficile d'avoir chacun. Alors, tu peux pas avoir un professeur par élève, sinon ça sera un peu. Bah ouais, donc ça pose quand même des questions. Alors après, à moins d'avoir que des tablettes et que t'as ton cours sur tablette et chacun a sa tablette avec son petit truc. Là, c'est des questions que je me suis jamais beaucoup posées, donc j'ai besoin de réfléchir un peu. Mais on pourrait imaginer qu'il y a même la partie cours, ça puisse se faire à travers des sortes de MOOC ou de podcasts personnalisés. Effectivement, chaque enfant a sa tablette et suit son cours, mais ça paraît quand même difficile et peut-être dans une certaine mesure, peut-être qu'une partie, ou bien un petit coup peut-être créer des heures de cours personnalisés ou de projets ou des choses à côté. En tout cas, ce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va pas pouvoir tout remplacer par du numérique parce qu'en fait, le rôle du prof, c'est un rôle aussi de mentor. Enfin, on s'identifie beaucoup aux profs. On a tous connu dans nos carrières, dans notre éducation, un prof formidable qui nous a beaucoup marqué, qui nous a donné confiance en nous, etc. Donc c'est le fait qu'on est dans un dialogue avec une personne qui va faire qu'on va progresser. Et évidemment, c'est difficile d'avoir le prof qui va se mettre au niveau de tout le monde. Alors, une solution simple, c'est de faire des classes de niveau. Si tu fais des classes de niveau, non, au sein, t'as un établissement avec 10 secondes, et ben, t'as une seconde qui est meilleure que les autres, etc. D'accord. Et non, mais pourquoi je dis ça? Parce que en général, les classes de niveau, c'est quelque chose que les gens aiment pas trop. On se dit, ça va faire une classe d'élite et puis une classe des nuls, etc. Et en même temps, donc ça c'était la solution d'hier quelque part. Faire des classes de niveau, ça permettait aux profs qui, avec les bons élèves, d'aller plus vite sur leur programme, avec le prof qui a des élèves en difficulté, de prendre plus le temps. Mais bon, évidemment, c'est vrai que pour les élèves qui sont en difficulté, en fait, ils vont c'est vrai que pour les élèves en difficulté, d'être ensemble, ils vont encore moins se stimuler. Et en fait, c'est vrai que les élèves en difficulté, quelque part, ils ont besoin d'être avec des élèves qui vont tirer la classe en avant. Ça, ils apprennent d'eux, ils s'inspirent. Voilà. Donc, en fait, on voit bien que les bons élèves, ils auront leur intérêt, ce serait d'être en fait, on a intérêt à être avec des bons. Voilà. Donc, les bons ont intérêt à être ensemble. Les moins bons ont intérêt à être avec des meilleurs qu'eux. On a toujours intérêt, en fait, à être en classe avec un meilleur que soi.
Parce que si on est le meilleur dans sa classe, on va un peu se reposer sur ses lauriers. Si on est un meilleur que soi dans la classe, eh bien, il va nous tirer en avant. Donc, je sais pas, le problème est peut-être un peu insoluble. Mais en tout cas, voilà, je mets mes cartes sur la table des idées qui me viennent, et puis que d'autres aussi inventent des solutions à partir de là, quoi. Donc ça, toi, tu penses... Mais j'y réfléchirai, je continuerai d'y réfléchir. Ouais. C'est vrai, c'est drôle, toi, tu proposes l'éducation à l'intelligence artificielle, mais au final, dans le processus d'apprentissage, le processus éducatif, c'est totalement de l'humain, toi, ce que tu fais. Moi, je milite pour une place de l'humain. Je parlais justement des écolos qui rejettent la technologie. Moi, voilà, je suis pour un juste milieu qui va utiliser la technologie, mais de manière intelligente. Donc, c'est-à-dire en n'enlevant pas l'humain de l'équation, quoi. Ouais. Il faut de l'humain dans l'intelligence artificielle, quoi. Oui, oui, tout le monde dit ça. Hein. Après, il faut voir concrètement comment on le réalise. On va voir. Mais c'est vrai, ça peut être une bonne idée parce que, genre, je sais pas, aujourd'hui, tu regardes les jeunes. Les heures de cours, c'est quoi? C'est genre 8h, 16h? Basiquement. 8h, ouais, 8h30, 16h, 17h, 16h. Et donc, si tu prends les heures de cours qu'ils ont, c'est quoi? Il y a 5 heures de cours par jour? Bah, quand ils pensent, genre, je pense qu'une bonne partie des jeunes, disons, entre 8 et 14 ans, je pense qu'ils passent au moins 3 heures sur Fortnite. Ouais. Et c'est dommage parce qu'au final, ils pourraient également, chez eux, il n'y a pas vraiment de support éducatif ludique. Ah oui, parce que là, on a parlé que de l'insider, dans les lycées, comment ça peut se passer. Mais donc, comme tu disais, tu sais, là, les trucs personnalisés, peut-être genre ça pourrait s'imaginer en dehors de la classe. Tu vois. Donc, il y a des trucs à faire. Bah, que le jeu soit éducatif. Moi, c'est ce que j'aimerais faire avec le robot AlphaI. Quand je disais le robot AlphaI pour aller dans les domiciles, bah, c'est qu'on joue avec son robot et en même temps, on en apprend quelque chose, quoi. Ouais. Genre que, je sais pas, tu commences le jour 1, il sache rien, tu lui apprennes à reconnaître des murs, puis je sais pas, tu lui apprends à faire une course, puis tu lui apprends, je sais pas, à t'amener, je sais pas, du chocolat. Mais c'est vrai que si l'enfant, il a le choix entre ça et Fortnite, il y a un pouvoir de fascination, des graphismes à couper le souffle, de l'action. Fortnite, il n'y a pas des graphismes à couper le souffle. Tu vois ce que c'est Fortnite? Alors je connais. Attends, je me trompe. C'est le jeu en mode cartoon. Ah d'accord. Je pense à des jeux en first person. Ça peut-être tu penses à GTA 5. Peut-être. Parce que pour les futurs auditeurs, en fait, en ce moment depuis genre 2-3 ans. Non, parce que tu penses vachement à tes auditeurs de l'an 2100, toi. Ah oui, attends, même de l'an 3000. Parce que, attends, moi je garde des archives en fait. Attends, mais parce qu'en fait, le jeu Fortnite, c'est depuis genre 2-3 ans, un jeu qui a fait une grande sensation dans le domaine des jeux vidéo et qui en fait, sa spécificité, c'est que c'est un jeu vidéo qui est gratuit, mais qui n'est pas un jeu vidéo à la con sur téléphone où tu penses que c'est gratuit. C'est pas c'est pas un Candy Crush. C'est un vrai jeu vidéo qui est gratuit et qui rivalise avec des jeux vidéo pour lesquels il faut que tu payes 30-60 euros. D'accord. Et donc en fait, ils ont vachement grossi, ils ont vachement investi dans le marketing. Et aujourd'hui, c'est le jeu vidéo. C'est pas le jeu vidéo le plus joué au monde parce que tu as un jeu vidéo qui est plus joué que en Chine. Mais c'est à part ce jeu vidéo en Chine, c'est le jeu vidéo le plus joué au monde. Et c'est un jeu vidéo qui, aujourd'hui, je sais pas, tu vas écouter des jeunes qui parlent. Ils vont dire, hey, t'as vu mon nouveau skin sur Fortnite? C'est vraiment un truc qui en ce moment est rentré dans les habitudes. D'accord. Un peu comme, je sais pas, à une époque, je sais pas, on jouait avec des billes. Je sais pas, toi quand tu étais jeune, tu avais joué avec des billes ou pas? Ouais. Bah là, tu vois, Fortnite, c'est un peu les billes des jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas voir peu de jeunes qui jouent avec des billes. Mais tu vas les voir jouer à Fortnite. Mais du coup, attends, faut que tu m'expliques. C'est un jeu genre quoi? Qui ressemble à quoi comme jeu Là, c'est un jeu un peu. Les graphismes, c'est un peu cartoon. Ok. Et le concept, c'est que tu as une centaine de personnes qui sont balancées sur une île. Et tu dois trouver des armes sur cette île. Et tu dois tuer les autres joueurs et être le dernier vivant. D'accord, donc le graphisme est plutôt simplifié. C'est même pas que c'est un truc basique en mode vieux jeu vidéo, c'est juste un jeu vidéo en mode cartoon. D'accord. Donc c'est quand même, c'est de la haute qualité, c'est pas des trucs pixelisés, mais c'est des trucs, c'est pas
tu vois, un téléphone le fait tourner. Justement, par exemple, le jeu vidéo qui est le plus joué en Chine, il a de très très mauvais graphismes, mais la raison de pourquoi il est aussi dominant, c'est parce que vu qu'il a de mauvais graphismes, n'importe quel ordinateur peut le faire tourner. Ouais. Le fait que tu puisses faire tourner Fortnite sur ton téléphone, ça fait que tu as plein de jeunes qui jouent sur leur téléphone. D'accord, et donc tu te trouves sur une île, en général avec tes copains sur la même île ou... C'est ça, avec tes copains ou tu t'y connais pas, mais ce qui est vachement surprenant, c'est que ça c'était le concept de base, sauf qu'en fait tu as plein de jeunes qui jouent au jeu juste pour traîner avec leurs amis. Ouais. Et donc par exemple, la façon dont eux ils gagnent des sous, c'est qu'ils souvent dans ces jeux vidéo, genre tu peux acheter des trucs, ou si tu achètes, genre tu peux acheter un meilleur fusil pour avoir un avantage sur les autres. Ouais. Sauf que dans ce jeu vidéo, tu peux pas. Ouais. Le seul avantage que tu peux avoir, enfin le seul type de choses pour lesquelles tu peux dépenser des sous, c'est pour du cosmétique. C'est juste pour ça, genre tu peux changer l'apparence de ton personnage. D'accord. Mais étonnamment, un peu Ça marche. étonnamment comme le fait que tu achètes plus de billes parce que tu as une bille qui a telle couleur, les gens achètent, comme je sais pas, une chemise. Pourquoi tu achètes une chemise de marque alors que tu peux avoir le même truc qui accomplit le même truc pour 10 fois moins cher mais qui n'est pas de marque? C'est parce que c'est la marque. Mais donc en tout cas, ça c'est un truc assez surprenant dans le domaine éducatif. Mais justement, c'est pas éducatif. C'est pas éducatif, mais dans le domaine, les gens qui bossent dans le domaine éducatif s'intéressent pas mal à ça. Enfin, s'intéressent en général aux jeux vidéo et donc commencent à s'intéresser à Fortnite parce que ça a été un phénomène. Je te parie, genre, si tu prends, je sais pas, si tu prends le train, un de ces quatre, va dans le train, essaie de t'asseoir à côté du jeune. Moi, tu as tout le temps, je regarde les écrans dans la rue. Mais ça me fait penser à Minecraft du coup, parce que Minecraft, il y a le même concept, c'est un petit personnage. Par contre, il y a une dimension éducative parce que tu manipules des objets, tu construis quelque chose, etc. Ouais. Minecraft, c'est aussi énorme, mais ça l'est moins, quoi. Ouais. Minecraft, c'était plus, tu vois, c'était aussi énorme, mais genre en 2012-2013. Ouais. Aujourd'hui, c'est toujours joué, mais plus... Donc, de faire un jeu où va y avoir cette dimension de te faire réfléchir, d'avoir de la créativité. Ouais. Après, un problème du jeu vidéo, c'est que c'est des écrans, c'est, comme tu dis, 3 heures par jour parce que c'est addictif. C'en est, mais il y en a d'autres, ça l'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeunes qui vont y jouer 3 heures par jour, il y en a qui ne vont pas. Ah oui, ça va pas être addictif pour tout le monde, mais... Voilà. Mais tu as des jeunes également qui vont jouer 8 heures par jour. Moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, pendant une période, je jouais genre 10 heures par jour au même jeu vidéo. J'ai genre passé en l'espace de 6 mois 1200 heures sur un jeu vidéo. Ouais. Donc ça, c'était clairement un souci, un gros souci. Moi aujourd'hui, je joue plus aux jeux vidéo, mais c'est toujours un truc vachement intéressant. Tu joues plus aux jeux vidéo, Non. Mais ben justement, ce que tu t'es dit, il faut que j'arrête à un moment donné? Non, c'est juste parce que je préfère travailler que jouer aux jeux vidéo. Ouais. Ok. Mais voilà. Donc tu as peut-être des réponses à tes questions. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je préfère travailler? C'est que j'apprécie suffisamment ce que je fais pour ne plus avoir besoin de me distraire avec des jeux vidéo. Et ce que je fais me stimule suffisamment pour ne pas avoir besoin de jeux vidéo. Voilà, donc c'est peut-être ça la réponse en fait. C'est comment on peut stimuler des enfants, alors leur donnant l'impression de créer quelque chose où ils sont satisfaits de ce qu'ils sont en train de créer. Et comme tu as dit aussi, le jeu vidéo c'est un divertissement, donc c'est quelque chose où on va... C'est un peu comme de manger pour se faire plaisir, plus parce qu'on a faim, mais parce qu'on a besoin de se stimuler avec quelque chose, quoi. Pas nécessairement, moi je dirais, parce que genre, je sais pas, tu regardes les journaux, tu regardes le cinéma, tout ça c'est de la distraction. Ouais. Ça veut pas nécessairement dire que c'est inutile. Oui, tout à fait. Genre tu regardes un documentaire, c'est de la distraction. Oui, bien sûr. Tu conjugues l'utile à l'agréable. Tu regardes un film, ça te fait en plus découvrir. Même, on pourrait dire que toi, ce que tu proposes, ton robot et le système derrière, d'une certaine façon, c'est une distraction éducative. Ouais. Non, mais même Fortnite, je pense que en jouant, tu crées des relations humaines, tu apprends plein de choses. Tu crées des relations humaines et tu t'améliores. Parce que la seule façon de gagner, c'est tu dois dépendre de tes propres compétences. Mais le problème, c'est plutôt ce que tu disais au début, c'est que si tu joues 3 heures par jour. 3 jours par jour. Qu'est-ce que tu fais pas à la place, quoi. Ouais, c'est ça. Et en termes de découverte, etc. Donc,
C'est mieux s'ils utilisent 3 heures par jour ton truc, Ouais. que plutôt que. Voilà. Donc mais après, justement, ce sera aussi à moi de faire en sorte que le truc, il apprenne pas juste à éviter les murs, parce que ça, au Il faut bout que ce soit stimulant. d'une semaine, c'est bon, t'as fait le tour. Donc, faudra que il soit stimulant dans la mesure où tu vas lui apprendre des choses nouvelles, et puis aussi que tu vas commencer à piloter son réseau de neurones pour non seulement en tant que lui donner des récompenses, etc., mais aussi d'être le concepteur qui est derrière et qui va le piloter. Et du coup, ça pourrait être vraiment le jouet ludique et éducatif en même temps, dont un concurrent sera le jeu vidéo, en effet, mais qui pourra être suffisamment stimulant, quoi. Même pas nécessairement un concurrent, parce que genre, je sais pas, tu regardes Netflix aujourd'hui, les gens ils jouent à des jeux vidéo, Ouais. et genre, je sais pas, les gens qui jouent à des jeux vidéo, ils vont jouer à des jeux vidéo et regarder des séries. Oui. C'est pas nécessairement de la concurrence, quoi. Ouais, donc ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement, aujourd'hui, c'est ces choses-là, c'est Netflix s'insérer dans cet écosystème, quoi. Ouais, tu as raison. C'est faire un truc stimulant en fait qu'il faut faire, parce que si c'est pas, genre je sais pas, les livres d'école aujourd'hui c'est chiant. C'est genre des exercices à la con. Alors que par contre, ce qui est intéressant, je pense, et ça tu l'avais bien dit, c'est que tu sais là tu parlais des écoles Montessori et que quand tu es à l'école primaire, c'est ça, avant d'être le lycée, qui choisissaient leurs propres exercices et qu'ensuite ils les faisaient par eux-mêmes. Et ça au final c'est des exercices. C'est juste des exercices classiques, mais je pense que ça devient extrêmement stimulant parce que, genre, je sais pas, dans Fortnite, je pense que ce qui est stimulant à la fois, c'est que tu t'améliores, tu développes des compétences parce qu'il y a de plus en plus de joueurs professionnels de jeux vidéo, ça devient un vrai sport. Genre, en Chine, c'est plus gros que le sport physique. Écoute, c'est juste un nouveau sport. Et je pense que c'est ça qui est stimulant. Tu dépends que sur toi et tu t'améliores. Et dans Minecraft, par exemple, ce qui doit être stimulant, c'est que tu n'as aucune liberté. T'as aucune contrainte, tu as une totale liberté. Et donc, c'est toi qui décides ce que tu fais. Parce que quand tu arrives, genre, tu n'as pas d'explication, tu es en mode, démerde-toi. Il ne faut pas que tu crèves quand les monstres ils vont arriver cette nuit. Et donc, peut-être que. Moi, par exemple, tu vois, quand j'étais très jeune, quand j'étais également en maternelle, tu sais, ou même avant, tu sais, souvent les enfants, on leur fait faire la sieste l'après-midi. Moi, je n'avais pas envie de faire la sieste. Et donc, à la base, juste je restais comme ça. Je disais, j'ai pas envie de faire la sieste. Et en fait, après, ce que les gens se sont rendus compte, c'est qu'ils m'ont donné des exercices de maths à faire. Et pendant la sieste, genre pendant 1h30 de sieste, je faisais des exercices de maths. C'est ça, le parcours, Et donc, au final, ça fait un truc de stimulant. Donc, en fait, c'est pas tant le contenu qui est stimulant ou pas, mais c'est plutôt le contexte que tu mets autour. Genre, si c'est les jeunes qui décidaient par eux-mêmes de leur programme, de ce qu'ils vont apprendre à l'école, genre, s'ils disaient « Ah, bah moi, j'ai pas envie de faire telle matière, mais j'ai envie de m'intéresser à ça », en fait, ça deviendrait très probablement beaucoup plus stimulant. Et peut-être que même, genre, les jeunes, ils décideraient de pas jouer à Fortnite pour faire des exercices. Ouais, parce qu'en fait, l'école, ça diffuse plein de connaissances qui est utile, mais on sait pas pourquoi c'est utile. Le jeune, il sait pas pourquoi c'est utile. Moi, j'utilise l'exemple de l'histoire, parce que c'est vraiment la discipline qui m'intéressait pas du tout quand j'étais au collège-lycée. Et d'un seul coup, je sais pas, il y a eu un déclic plus tard dans mes études où je me suis dit, mais l'histoire, c'est mon histoire en fait. L'histoire de mon pays, comment il s'est créé, pourquoi aujourd'hui on est organisé comme ça, c'est parce que... et donc, il y a des déclics à faire prendre en compte. Ça peut passer par le jeu, justement, l'histoire, quand tu joues à des Age of Empires, etc., quand tu regardes des films, tu t'habitues à différentes époques et tu peux te passionner pour certaines époques, etc. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur la motivation intrinsèque, quoi, de comment je vais découvrir que c'est passionnant de s'intéresser pour ce sujet-là. Ouais. Et c'est vrai que là encore, il y a la question des bons élèves et des mauvais élèves. Les bons élèves, c'est en général justement des élèves chez qui ce déclic a eu lieu. Comment on fait pour créer ce déclic chez d'autres Parce qu'en fait, apprendre les maths pour apprendre les maths, c'est pas stimulant. Mais si tu choisis toi-même d'apprendre les maths parce que tu te dis ça va m'être vachement utile parce que je veux devenir ingénieur en intelligence artificielle ou je veux devenir peintre et il faut que je connaisse un peu de maths. Ou bien parce qu'en soi, c'est quelque chose de stimulant le fait de réussir à démontrer quelque chose, etc.
Donc peut-être que de toute façon, c'est pas forcément en concurrence l'école et l'extrascolaire. Ouais. On peut créer des jeux que les gens vont avoir dans leur maison et puis ça va donner des idées à des profs et voilà. Mais effectivement, moi je suis dans une démarche, je crois qu'on en avait discuté à la Cité des Sciences, de pas dynamiter l'éducation nationale, Ouais. mais plutôt de Travailler dire, avec eux. voilà, on a des profs qui veulent, il y a tout qui veulent faire passer parce que sinon, si on crée un produit grand public, eh ben là, l'inégalité elle va être encore plus forte parce que ça va être ceux qui ont des parents attentifs, qui ont les moyens, etc., qui vont l'offrir ça à leurs enfants. Ah, toi, l'idée, c'est que ce soit genre l'éducation nationale qui finance les robots pour que ce soit un peu comme, je sais pas, des manuels scolaires. Ah oui, les robots au lycée, ce sera l'éducation nationale qui en achètera. Mais pour les trucs à la maison, ça, c'est les gens, tu penses? Non, pour les trucs à la maison, non, mais je proposerais aussi quelque chose à la maison. Mais si je me disais, moi, de toute façon, l'éducation nationale, j'y crois pas. Ça appartient au deuxième millénaire. Maintenant, on est dans le troisième millénaire. Je crains que les produits qui sont proposés aujourd'hui, que ce soit des cours particuliers, des applications smartphone, etc. Ça dépend. Enfin, ça bénéficie quand même, ça creuse plus les inégalités que ça les comble. C'est ce que je pense. Après, des applications gratuites, elles vont permettre parmi un public de défavorisé que des talents émergent et se retrouvent tout de suite super forts. Mais c'est pas pour autant que ce sera tous les enfants de de ce groupe-là qui vont faire ce pas en avant. Mais bon, bien sûr, si, c'est quand même des applications. Parce que je sais pas, Minecraft, tu sais, ça a été beaucoup utilisé dans le domaine éducatif. Ouais. Et en fait, Minecraft, je crois que maintenant, je sais plus le prix aujourd'hui, mais à l'époque, ça coûtait 20 € la licence. Ouais. Donc si tu voulais une version du jeu, donc imagine tu avais 5 ordi, ça te coûtait 100 €. Ouais. Mais donc après également, les jeunes, s'ils voulaient, ils pouvaient télécharger Minecraft de manière gratuite. Ouais. Donc ça fait que, je pense que l'un des succès de Minecraft, ça a été que tu as très très peu de contraintes pour l'utiliser. Tu as n'importe quel ordi, tu peux y jouer. Quoi. Ouais. Fortnite, tu as n'importe quel ordi, tu peux y jouer. Ouais. Et donc, en fait, c'est ce que tu dis, c'est accessible au grand public, et c'est ça qui a fait son succès. Alors que je sais pas, tu as un jeu qui était sorti il y a longtemps, mais qui s'appelait Battlefield 1. Tu vois la série des jeux Battlefield ou pas? Ça, c'est du one game shooting, non? Voilà, c'est des jeux de. Voilà, c'est avec ça que je confondais Fortnite. C'est un peu comme ça, Fortnite. Ouais. Mais donc, ce jeu Battlefield 1 qui était sorti en 2016, et je me rappelle parce que j'y avais joué à l'époque, je jouais encore aux jeux vidéo à l'époque, mais c'est un jeu qui prend place pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, les développeurs, ils ont vachement essayé. L'un des points qu'ils avaient, mais donc qu'ils ne mettaient pas trop en avant, c'était qu'ils voulaient vraiment. Enfin, l'un des points que je trouve qui avait résonné dans ce qu'ils disaient, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, la plupart, ils ne vont pas apprendre comment ça s'est passé la Première Guerre mondiale en lisant un livre, parce que la plupart, ça les fait chier. Peut-être soit ils vont apprendre avec une série, genre là, je ne sais pas, sur Netflix, il y a de plus en plus de séries autour de conflits d'histoire importants, bien sûr, ouais. Ou avec des jeux vidéo. Donc, même si c'est un médium différent, même si au final, la Première Guerre mondiale, si tu jouais à le jeu, tu l'expérimentais en tirant sur des nazis, en fonction du camp que tu étais, parce que soit tu tirais sur des nazis. Non, c'était pas les nazis la Première Guerre mondiale. Soit tu tirais sur des Allemands. Oui, ils n'étaient pas là. Mais donc, soit tu tirais sur d'autres gens, du genre des Allemands ou des Russes, soit c'était toi qui tirais sur les genre, je sais plus les clans qu'il y avait. Mais qu'au final, même si c'est un médium différent, ça permet de mieux comprendre comment la Première Guerre mondiale s'est passée. Parce que tu vois, genre, tu as un peu d'histoire, tu comprends, il y a eu ça comme événement important, ok, il y a ça comme lieu important, ils utilisaient genre des ballons en l'air comme ça. Et donc, ça peut paraître, genre, dans le domaine éducatif, je pense, ça doit être très rejeté, non? Non. Ils arrivent à adopter. Non, au contraire, aujourd'hui, il y a un mot un peu à la mode, c'est la gamification des apprentissages. D'accord. Ça, ils y sont. Donc, après, il faut faire la différence. Comme je te dis, il y a l'inertie. Il y a les choses que tu entends dans les salons, dans les réseaux pédagogiques. Après, c'est les mises en pratique, ça va être souvent quand même des profs un peu en avance, quoi. Ouais. La mise en pratique. Et puis, si on parle que de gamification, après, on se retrouve avec des élèves. J'ai eu ça dans un TP que je donnais avec le robot Alphaï. Des élèves, en fait.
ils veulent plus faire d'efforts du tout non plus. Oui. C'est-à-dire que, alors le robot, quand ils ont compris qu'on pouvait le piloter avec le clavier, et ils se sont amusés du coup à piloter, à faire aller le plus vite possible. Le robot, il doit éviter les murs, etc. Et puis la fiche d'exercice du TP, par contre, dès que j'avais le dos tourné, quoi, ils refaisaient leur pilotage du robot, quoi. Donc toi, tu avais genre créé une fiche d'exercice en mode faut apprendre ça et ça et ça. Ouais. Et eux, ils étaient en mode moi je vais piloter le robot. Voilà, à un moment donné, dans la fiche d'exercice, justement, le robot il apprend, mais on peut, en forçant ses mouvements, donc en le pilotant, le faire apprendre plus vite. Donc quand ils ont découvert ça, après ils se sont mis à jouer avec le robot. Donc l'éducation, c'est l'éducation à des savoirs, des connaissances, des savoir-faire, mais c'est aussi l'éducation parfois au sens de l'effort. Et donc, tout ça c'est à doser, quoi. Ouais. Faut doser la petite partie de stimulante qui va créer un nouvel, je sais pas moi, par exemple avec Battlefield, et puis après accepter aussi qu'il y a une partie un peu plus courte, de dire ben voilà, il s'est passé telle chose à telle date. Ou même les deux, parce que genre les deux. Je sais pas, genre en Chine, Ouais. en France, je sais pas trop le cas, mais aux États-Unis, ça commence à l'être et en Chine, ça l'est depuis longtemps. Tu as des écoles Ouais. où les cours, ça consiste à jouer à des jeux vidéo parce que c'est des écoles pour devenir joueur de jeux vidéo professionnel. Oui. Donc, et ça, c'est totalement le cours, ça résume à s'entraîner aux jeux vidéo, quoi. Et genre, on t'apprend, il y a telle tactique et tout. Genre, tu as plein de jeux vidéo où il te faut que tu connaisses des tactiques. Genre, quand tu tires. À quel âge Ça dépend. Il y en a qui vont avoir 12 ans. Ils font pas que ça. Je veux dire, quelqu'un qui apprend le foot, il va quand même à l'école à côté pour apprendre les autres choses. En Chine, c'est des carrières entières. Ouais, donc en fait, c'est dingue. Genre, je sais pas, imagine, t'as un danseur professionnel. Ouais. Même un enfant qui commence très jeune, il va probablement faire principalement ça. Genre, il va faire que de la danse depuis un très jeune âge. Ouais, il va faire les autres matières également, mais il va faire genre 5 heures de danse par jour. Ouais. Genre, je sais pas, les joueurs de piano professionnels, ils commencent enfant très tôt. Bah ça, moi j'ai fait ça. J'ai fait des classes à horaire aménagé musical. Ouais. Donc j'ai effectivement, moi tout mon école primaire et collège, je faisais 5 heures de musique par jour. Mais, en plus des autres matières. Donc c'est un dispositif qui existe en France où toutes les matières sont un petit peu allégées pour te laisser la place d'aller au conservatoire, faire tes cours de solfège, d'instruments, etc. Donc ça existe, mais c'est une très bonne question, se dire, est-ce qu'il faudrait pas le pousser, quoi, pousser ces choses-là. Est-ce que le but, c'est que quand on arrive au bac, tout le monde a un bagage commun, ou est-ce que on veut pas développer des compétences propres dès un plus jeune âge? Mais donc, comment tu fais? C'est une bonne question, tiens. Ce qui est compliqué quand tu es jeune, c'est que tu sais pas nécessairement ce que tu veux faire. Ouais. Donc comment donc si je pense que la raison de pourquoi on essaie un peu de tout apprendre, c'est qu'au moins comme ça met pas de risque. Ben ouais. Mais en fait c'est pas grave parce qu'en fait t'apprends à apprendre. Donc moi tu vois je suis pas devenu un musicien professionnel. Ouais. Néanmoins d'avoir fait 5 heures de musique par jour, ça a aussi structuré mon cerveau, etc. Donc la musique et la biologie. Ben on dit beaucoup ça aussi que la France elle est nulle parce que les pays voisins, germaniques, etc., il y a beaucoup plus de place pour les activités de sport, etc., l'après-midi. Et que c'est très bien pour eux. Bah, bien sûr. L'Allemagne, les courses se terminent à 14h, en fait. Je crois qu'il y a 17h en France. Ouais. Mais alors, je crois que, du coup, même au niveau alimentation, t'as pas de pause déjeuner, quoi. Tu manges quand tu sors des cours, donc assez tard. Mais l'après-midi, c'est sport, musique, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment considéré comme important. Et donc là, il y aurait peut-être aussi des choses à réformer. Et les Allemands, d'un point de vue industriel et ingénierie et intelligence artificielle, ils nous défoncent un peu, nous, en tant que Français. Ils sont très avancés là-dessus. Oui, c'est vrai. Ils ne le sont pas. Donc en fait, c'est pas... pour l'éducation à l'intelligence artificielle, ça ne se résume pas juste à l'éducation à l'intelligence artificielle, mais ça se résume... Enfin, pour que ce soit efficace, tu as plein d'autres trucs qu'il faut apprendre. Tu as toute la créativité, tu as toute la réflexion, tu as tout l'apprentissage. Ah oui, si on revient un petit peu à l'éducation à l'IA, moi je vais permettre de comprendre comment marche l'IA, mais on va comprendre au cours de ces explications que si tu veux devenir un expert en IA, il faut connaître les maths, les statistiques en particulier, faut avoir de la créativité, faut penser à plein de choses, etc.
Et, et toi, tu as d'autres visions sur l'éducation? Ben, c'est drôle parce que en parlant, tu sais, quand c'était vu à la citation, je me disais. Ouais, je me rappelle que. Ouais. Je me disais, ah bah c'est nul l'éducation nationale parce que c'est vraiment très très vieux et pas du tout à jour de comment le monde fonctionne aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, vu que je sais juste de mettre l'appareil photo. C'est que vu que j'ai travaillé avec des grosses structures depuis lors, certaines qui sont un peu en mode bureaucratique, je me suis rendu compte que des fois c'est pas si simple. Que, genre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que même si l'éducation nationale est très vieille et un peu outdated, comme tu le disais, elle est du XXe siècle, bah, que tu peux pas nécessairement la virer. Et que justement, toi, ce que tu fais de dire, ok, je vais travailler avec eux et on va apporter des nouvelles choses, c'est beaucoup plus malin que d'essayer de tout vouloir reconstruire. Parce que, genre, souvent, je sais pas, imagine, tu sais, il y a l'histoire dans la mythologie grecque du bateau qui, chaque fois qu'il y a une planche, à chaque fois qu'une planche est abîmée, on remplace la planche et au fur et à mesure du chemin, toutes les planches du bateau ont été remplacées, mais c'est toujours le même bateau. Mais ça veut dire également, s'ils voulaient modifier le bateau, le faire au fur et à mesure comme ça, en partant de quelque chose d'existant, ils pouvaient le faire. Et donc le fait de travailler avec ce qui existe déjà et d'améliorer au fur et à mesure, et donc ce qui est la démarche que tu as, moi je trouve que c'est beaucoup plus malin que d'essayer de tout déconstruire. Parce que tout déconstruire, ça veut dire qu'ensuite pendant une période, tu te retrouves avec un truc en bordel total. Bah, c'est un peu la tentation des révolutions, de se dire, vite passé, faisons table rase. C'est l'idée qu'on a toutes les bonnes idées et de ne pas voir que quand même, ce que je disais à propos de l'histoire, tout ce qu'il y a en place aujourd'hui, c'est quand même le résultat de plein de gens qui ont mis beaucoup d'énergie à construire quelque chose. Et bien sûr, aujourd'hui c'est vieillissant, ça demande beaucoup de restauration, mais est-ce qu'il faut vraiment vouloir reconstruire quelque chose de zéro? Parfois il faut, hein. Oui. Parfois il faut reconstruire de zéro, mais il y a plus de chances de se bourrer. Et en tout cas, les Américains, eux, ils ont beaucoup plus le réflexe quand j'habitais un an à New York. C'est dingue parce qu'en fait, eux, régulièrement, ils abattent un gratte-ciel et ils en construisent un nouveau. Ça va ça? Ouais. Régulièrement, dans New York, ils font ça, bah, il faut construire plus haut parce qu'il y a plus assez de place. Du coup, on abat un gratte-ciel et puis on en fait un plus haut. Et donc, ils ont vraiment la culture de, allez, on recommence. Et puis, l'avantage, c'est que c'est vrai que tu repars que avec des bases, des normes, des matériaux, etc. modernes, quoi. Notre culture européenne, basée sur toute une histoire, etc., c'est plutôt un château, il va avoir une nouvelle aile, enfin, Mais ça dépend des cas, quoi. Ouais, et effectivement, formulé comme ça, on voit bien que peut y avoir un danger à toujours vouloir rafistoler quelque chose d'existant. Bah ouais, notre système législatif, quoi. Nos lois, c'est des empilements d'amendements, de trucs, c'est monstrueux parfois. On a envie de. Mais au final, 99% des lois, même les avocats, ils les connaissent pas. C'est juste l'1% des lois qui sont les plus utiles. Mais en même temps, si quelqu'un dit, bon allez, là, ça suffit, on va refaire un code du travail de zéro. Eh ben, il faut quand même qu'ils réalisent que ça s'improvise pas non plus. Donc, t'as plus de chances de te gourer, quoi. Ouais. C'est comme, je sais pas, dans l'alimentation, t'as plein de gens, genre, tu sais, qui se disent, ah, j'ai découvert le truc, c'est un truc révolutionnaire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, quand tu regardes, genre, comment les cultures font depuis des milliers d'années, tu te rends compte que même s'ils n'avaient pas plein de sciences derrière, en fait, ce qu'ils font, c'est ce qui marche. Ce que, je sais pas, ce que des gens font depuis 2000 ans, de manière un peu ancestrale, il y a une raison de pourquoi ils le font depuis 2000 ans. Genre, je sais pas, genre par exemple, je sais pas si tu sais, mais les lentilles, ancestralement, tu les fais pas cuire à l'eau. Tu les fais tremper et ensuite tu les cuis à la pression. Et ça, c'est quelque chose qui était ancestralement fait et qui n'est plus fait aujourd'hui. Sauf qu'il y a une raison de pourquoi et juste aujourd'hui, mais genre c'est très nouveau, bah on comprend pourquoi, on comprend qu'en fait, quand tu fais pas ça, ça te détruit la barrière intestinale. Ou alors, je sais pas, le maïs, par exemple, aujourd'hui on en mange plein, mais si tu le prépares pas de la façon ancestrale des Incas, c'est quelque chose de totalement dégueulasse pour toi. Et même genre en France,
Ça a été pendant, je crois, dans les années 1850 ou 1950, je ne sais plus exactement. Le maïs avait été considéré comme impropre à la consommation humaine. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il y en a partout. Sauf que, par contre, là, c'est pas préparé de la manière des Incas et de la façon dont, je sais pas, les Mexicains font. Alors que tu vas voir quelqu'un qui prépare ça, ou genre, je sais pas, en France, ça, je suppose, tu le sais, on enlève les pépins des tomates. Ou alors, on enlève les pépins, enfin, les tomates, on ne le fait plus, mais avant, on le faisait. Mais, genre, en France, on enlève les pépins des potimarrons ou des citrouilles. Et en fait, ça, il y a une raison de pourquoi. Genre, si je te demandais pourquoi on fait ça. Parce que c'est toxique, je sais pas. Ouais, mais pourtant, on ne le fait plus avec les tomates. Alors que des Italiens, tu vas leur demander. La plupart, ils vont t'enlever de manière. Enfin, la plupart qui fonctionnent de manière ancestrale, ils vont t'enlever les pépins dans les tomates. Ouais. Tu leur demandes pourquoi. Ils vont dire, parce que je sais pas, c'est toxique. Ouais. Ma mère, elle m'a dit qu'on faisait comme ça. Ouais. Et donc, c'est drôle que quand même, t'as raison, il y a des fois où c'est bien de tout bâtir, enfin de tout déconstruire, tout détruire et tout reconstruire. Genre, je sais pas, je pense que là, on est dans un immeuble haussmannien et c'est quoi, ça date de 200 ans les... Ouais. Mais le Haussmann, carrément, il a fait des grandes années. Mais je pense que tu vois, dans 100 ans, cet immeuble ne sera plus là. Il sera probablement démoli. Il y a des chances. 100 ans, je sais pas. Ouais. Ou alors totalement refait, quoi. Mais qu'il y a des moments, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, si tu détruis un immeuble et que tu le reconstruis, tu pars pas de zéro en fait. Parce que tu pars sur tout l'apprentissage que tu as accumulé de comment construire un immeuble. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors c'est pas recommencer vraiment de zéro en fait. Donc dans toute la santé, quand les gens essaient de créer quelque chose de nouveau de zéro, ça marche pas parce qu'ils s'inspirent pas de tout ce qui a été validé précédemment par des milliers. En fait, la compétence des Européens, c'est de savoir rajouter un truc à un truc existant, alors que la compétence des Américains, c'est de savoir faire un truc de zéro, refaire un truc de zéro. Mais c'est pas non plus une compétence qui réinvente de zéro. Ils ont accumulé une compétence de casser quelque chose et refaire. Ils savent comment bien faire les trucs. Ouais. Donc c'est Ah là là. On a peut-être fait le tour de tes questions. En fait, j'ai même pas utilisé vraiment mes feuilles. C'est normal parce que. Donc, est-ce que tu veux qu'on clôture ou tu veux qu'on conclue avec le robot? Donc, où est-ce qu'on peut trouver le robot si on est intéressé? Alors, vous pouvez le trouver sur notre site internet, donc learningrobots au pluriel avec un S à la fin, .ai. Ok. Donc là, vous allez voir plein de petites vidéos de démonstration avec le robot. Alors, c'est pas .co, le site? Les deux. On a les deux points de domaine, les deux noms de domaine. Et donc là, pour l'instant, nous, on est vraiment en relation avec des formateurs qui vont utiliser le robot dans un contexte éducatif. Après, ça n'empêche pas à des familles d'en faire l'acquisition. Il apprend des choses qui restent simples, comme apprendre à éviter des obstacles, mais aussi quand même des choses. Nous, on veut vraiment travailler à le rendre capable d'apprendre des choses de plus en plus complexes en mettant des nouveaux algorithmes dans le logiciel. Donc là, dans la démo, vous verrez le robot qui apprend à shooter dans un ballon. Et je pense que si vous nous suivez sur notre site web ou sur notre Twitter, vous verrez l'évolution parce que on va résolument faire un produit de plus en plus solide pour même s'il tombe par terre, pas se casser. Et puis facile d'utilisation et avec une gamme d'apprentissage de plus en plus sophistiquée. Et qui apprend de plus en plus de trucs. Donc aujourd'hui, si on le prenait dans les familles, ce serait pour faire des démonstrations encore à ce niveau basique, mais quand même qui rentrent dans les détails du point de vue de l'interface graphique et technique de comment ça marche. Et au fur et à mesure des mois et des années qui vont passer, eh bien le robot va être de plus en plus dans l'interaction avec toi. Tu vas pouvoir le guider avec la main, avec la voix, lui donner des récompenses, etc. Donc, les récompenses, il faut les acheter chacune individuellement. Donc, ok, donc je mettrai les liens soit dans la description de la vidéo YouTube pour YouTube, soit dans la description du podcast pour le podcast. Et s'il y a, donc, là, toi, tu conseilles pas trop aux familles pour le moment, à l'état? Aux gens qui sont passionnés, oui, certainement. En tout cas, qui viennent voir les vidéos. Donc alors, si tu as envie d'en savoir plus, tu peux aller regarder les vidéos de Thomas. Et cependant, si tu es un éducateur et que tu dis moi j'aimerais bien faire des trucs autour de l'intelligence artificielle et voilà, faire des trucs sympas. Est-ce qu'il y a un mail où on peut te joindre? Ou est-ce qu'il faut trouver sur le site web, il y a
vous trouverez le mail. Et voilà. D'accord. Voilà, donc le robot vous dit au revoir. Oui, dans le podcast, donc pour le podcast, Thomas tient le robot qui a basiquement 3 yeux. Donc, qui a une bouche, un œil avec une caméra, et qui a le bas du truc qui est rouge, et en haut qui est genre grisé noir. On peut dire. En fait, grosso modo, si on parle d'œil, il a une caméra, donc il est plutôt un robot cyclope. Mais c'est vrai qu'en dessous, il a comme 2 yeux qui sont l'ultrason. Et en plus, qui sont bien mis en valeur avec une petite sous-coque en plastique qui est de couleurs différentes, là, de couleur blanche. Mais les couleurs sont personnalisables. Hein. Et donc... à l'achat, une fois que c'est... Oui. Et donc, ça fait un peu comme à la fois une bouche et 2 yeux supplémentaires, quoi. Chacun le voit comme il veut, quoi. Et ça, c'est plutôt la bouche, les 2 trucs, et l'œil. L'œil du cyclope. Voilà. Et c'est vrai que moi, on a tendance à voir des yeux, alors que, ouais. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu mettes le robot à l'envers, alors. Si tu le mets à l'envers, ça te donne l'impression qu'il y a genre un menton. Si tu le retournes. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Là, tu vois vraiment un petit visage qui commence à faire humanoïde, effectivement. C'est ça. Alors que là, effectivement, comme ça correspond pas à un visage humain. Ouais. Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien justement faire un robot qui ressemble à un robot plutôt que de prétendre d'avoir un robot qui ressemble à un humain. Donc voilà. Donc learningrobots.ai. .ai. Bah, merci. Donc on va se faire une petite démo du truc. Et donc pour les personnes écoutant le podcast pour YouTube, si tu regardes la vidéo ou TikTok, tu peux trouver la vidéo dans les autres vidéos ou dans le lien. Dans le lien de la vidéo YouTube, tu peux trouver le lien de la démonstration. Si tu veux voir le robot en action. Dans TikTok, faudra que je dise comment faire, je me débrouillerai comment dire pour les gens qui savent comment faire. Si tu peux mettre de lien dans TikTok. Par contre, si tu écoutes le podcast, c'est dans la description du podcast, tu auras le lien de la vidéo de la démo du robot en action, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose qui fonctionnerait très bien en audio. Donc voilà, merci beaucoup, on va se faire la démo. Ouais, super. Et bien, au prochain épisode. Au revoir à tout le monde. Ah Ok, très bien. Génial. Bon, donc c'était une bonne discussion.